Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de commencer. J'espère que vous allez tous bien. Donc, bon, je le redis, je suis Laurent Melito, je suis responsable de la formation continue et de la recherche au sein des Chari Formation et Développement. Et au nom de l'institution, je vous remercie pour votre participation donc, à la 8e conférence de ce cycle, donc, dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Bonelli. Alors, je vais le dire rapidement, hein. Laurent Bonelli donc, est maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Ces recherches ont porté et portent notamment sur, alors je vais le dire de manière succincte, hein, le contrôle social, les approches critiques de la sécurité, le renseignement politique, la justice des mineurs et l'analyse, bien sûr, de la question qui va nous occuper plus particulièrement ce soir, donc les processus de radicalisation. Il est par ailleurs un des rédacteurs en chef de la revue Culture et Conflit, qui est une revue que je signale parce qu'elle est particulièrement intéressante. En tout cas, elle l'a été pour moi. Donc, en plus de nombreux articles scientifiques et de nombreux chapitres d'ouvrages collectifs, il est l'auteur ou le co-auteur de 4 livres que je vais mentionner. Les titres sont très évocateurs. Donc, le premier est paru en 2008 au nom du 11 septembre, Les démocraties occidentales à l'épreuve de l'antiterrorisme. Deuxième livre, Les États démantelés, enquête sur une révolution silencieuse en 2010. Troisième titre, La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité, un journaliste qui m'avait particulièrement intéressé à sa sortie. Et donc le dernier, La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français qu'il a coécrit avec Fabien Carré, donc livre sorti donc, en 2018. Alors, de notre point de vue, donc entendre Laurent Bonelli, puis discuter avec lui d'un sujet de société à forte charge émotionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, donc le djihadisme du point de vue des plus jeunes, nous a semblé particulièrement pertinent pour au moins 3 raisons que je vais évoquer succinctement, puis après je passerai la parole à Laurent Bonelli. La première de ces raisons est en lien avec le type d'enquête qu'il a mené avec Fabien Carrier. Contrairement à une grande partie des publications sur la question de l'engagement de jeunes en faveur du djihadisme, euh, qui se fondent sur des matériaux de seconde main, je veux dire, ou sur des critiques d'autres publications, ils ont travaillé, eux, sur une base de données directes sur les dossiers des jeunes sur lesquels leur enquête est fondée. C'est un point important. Ça circonscrit leur travail et en même temps, ça lui donne une base clinique, une matière première fondamentale. Le second point, le second axe, c'est leur remise en cause du discours dominant, parfois très empreint d'idéologie, ou au moins de clichés sur les mineurs radicalisés. Et du coup, leur travail nous permet de complexifier notre regard sur cet enjeu. Par exemple, à contre-courant des stéréotypes sur les enfants d'immigrés, ils tirent de leur enquête que l'essentiel, et là je cite, des tentatives de départ ou des départs avérés en Syrie, comme la planification d'attentats, sont le fait de bons élèves, issus de familles populaires, stables et investis dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. Et donc le livre est porteur de toute une série comme ça de décalage par rapport à des représentations qui sont plutôt bien structurées, enfin bien stables dans nos esprits et dans les médias. Et le troisième point, parce qu'il propose une typologie des formes de radicalité, et cette typologie, en même temps, elle met en exergue combien il est difficile de ranger facilement les individus dans des cases, et qu'il ne faut pas fétichiser en fait ces idéotypes dont les frontières sont parfois étanches. Et donc, pour ces questions-là, pour ces enjeux-là et pour toute une série d'autres, il me semblait important de pouvoir vous entendre. Et du coup, je vous cède la parole avec plaisir. Merci Laurent, merci pour cette invitation. Alors évidemment, ça aurait été sans doute plus agréable d'être à Ustaritz et, voilà, et de pouvoir aller boire un verre après et de vous voir pour de vrai. Voilà, bon, bon, je suis conscient de toutes les limites hein, de ce type de communication. Mais bon, écoutez, on va essayer de faire au mieux malgré cela. Et donc, je vais faire un exposé liminaire un peu pour vous donner un peu quelques grandes lignes finalement de conclusion de cette recherche. Et puis, hop,
connexions audio qui se font. Voilà. Donc, grosso modo, ce que je vais vous donc faire ça. Et puis après, on va garder un temps pour échanger plus directement, notamment les questions que vous pouvez avoir en relation avec votre activité professionnelle ou avec ce genre de choses. Donc, je pense que voilà, c'est aussi, je pense, l'intérêt de l'échange. Alors, comme l'a dit Laurent Mélito dans sa présentation, bon, le point de départ de cette enquête, c'était un peu une sorte d'insatisfaction par rapport à beaucoup de choses. Alors, vous avez vu évidemment qu'il y a énormément de choses qui s'écrivent sur la radicalisation, qui se disent sur la radicalisation. Je serais bien en peine, vous voyez, de vous faire une liste, vous voyez, de publications sur cette question qui sont absolument colossales, avec des grands débats. Vous avez peut-être suivi dans la presse. S'agit-il d'une radicalisation de l'islam ou d'une islamisation de la radicalité? Grande question. D'autres vont arriver et dire ah bah, c'est un peu des deux. Bon, voilà, bref, il y a toute une pléthore, si vous voulez, de travaux qui viennent d'ailleurs de la sociologie, de l'étude des religions, de la psychologie, de la psychanalyse. Bref, c'est très difficile évidemment, dans ce panorama évidemment, de connaissances de s'y retrouver. Bon, néanmoins, face à justement cette déferlante de travaux, on avait une petite insatisfaction, ça a été mentionné en propos liminaire, que beaucoup de choses s'écrivent, se disent sans réel fondement empirique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses, je dirais, qui étaient basées sur des travaux sérieux, des enquêtes de terrain, sur des gens qui seraient passés à l'acte, auraient voulu le faire. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas facile. On va évidemment difficilement faire une ethnographie voyez, d'un groupe clandestin. Bon, il y a un collègue américain qui a essayé ça avec ETA dans les années 80. Il a dit, bonjour, je voudrais faire une ethnographie d'un commando, ça vous semble possible? Bon, et les gens d'ETA lui avaient dit que non, ce n'était pas possible. Ils ne voyaient pas ça possible. Ils lui ont plutôt conseillé d'aller faire une ethnographie de la police espagnole, en disant que c'était sans doute beaucoup plus intéressant. Bon, donc évidemment, c'est pas simple. Donc, la plupart des travaux qui sont basés sur du terrain se font sur des entretiens en prison, notamment avec des activistes emprisonnés. Mais ça pose là aussi toute une série de difficultés. C'est très compliqué pour avoir des collègues qui l'ont fait. Quand on vous dit à la fin de l'entretien, bon, je sais que tu travailles pour le Mossad, bon, vous voyez, ça veut dire que, grosso modo, la condition de l'entretien n'était pas complètement géniale. Bon. Alors, finalement, cette absence de terrain, elle n'est pas française, elle n'est pas spécifiquement française, elle est beaucoup plus large. Un collègue britannique avait fait notamment une revue de la littérature et il montrait que, grosso modo, près de 80% de la littérature sur le sujet se contente, voyez, de discuter une autre littérature. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'apport, voyez, de connaissances de terrain. Bon, c'est un phénomène assez général. Alors, face à cette insatisfaction, on a eu la chance, si je puis dire, grâce à une convention qui a été passée avec le ministère de la Justice, de pouvoir accéder aux dossiers socio-judiciaires de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, donc 133 d'entre eux, qui étaient, alors pour une grosse moitié d'entre eux, poursuivis pour des faits de terrorisme. Alors, faits de terrorisme, c'était essentiellement des départs en Syrie ou tentatives de départ en Syrie ou des attentats et des tentatives d'attentats. Et puis, donc ça représente l'intégralité des mineurs qui ont été poursuivis pour des faits de terrorisme entre 2012 et 2017. Et donc, on en a vraiment, là, on a été exhaustif, c'est-à-dire que tous les mineurs qui ont été poursuivis, alors je vous dis, ce sont des mineurs, ce sont des gens qui étaient mineurs au moment des faits. D'accord. Quand nous, on a vu les dossiers, ils étaient plus âgés, mais grosso modo, c'est des passages à l'acte vers 17 ans, grosso modo, c'est fin de l'adolescence. Donc, tous ceux qui étaient condamnés pour des faits, poursuivis pour des faits de terrorisme. Et puis, à côté de ça, la protection judiciaire de la jeunesse avait des mineurs signalés pour radicalisation. Alors, signalés pour radicalisation, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tout simplement des mineurs qui étaient suivis pour soit des affaires pénales, qui étaient au titre, bon, je ne vais pas ici vous détailler ce qu'est la protection judiciaire de la jeunesse, vous connaissez ça très bien, donc soit au titre du pénal, ils étaient suivis, donc pour des affaires ordinaires, soit au titre de l'assistance éducative, et dans le cadre du suivi par les éducateurs, on avait remarqué des comportements suspects, des propos qui laissaient, enfin, en tout cas qui inquiétaient les professionnels, et donc il les signalait à l'institution. Et là, il y en avait au moment du début de l'enquête, il y en avait à peu près 1000 au niveau national. Et alors là, on n'a pas étudié les 1000 dossiers parce que c'était extrêmement chronophage, extrêmement long. Donc, on a pris une sélection parmi ceux-là. Et puis, au bout d'un moment, bon, de toute façon, on retombait un peu toujours sur la même chose dans ce matériau. Bon.
Alors ça, c'est un peu, si vous voulez, la base sur laquelle on a travaillé. Alors pour tous ces jeunes, on a eu accès, je vous disais, aux dossiers socio-judiciaires. Un dossier socio-judiciaire, ben, vous savez évidemment ce que c'est, ce sont tous les rapports que peuvent écrire sur eux des éducateurs, alors soit dans le cadre de mesures pénales, quand ceux qui étaient poursuivis pour terrorisme, par exemple, vous avez des MJE, hein, des mesures d'investigation j'ai perdu les chiffres, c'est plus grave, c'est pas grave, mais où dans lequel vous avez des équipes d'éducateurs, de psychologues qui travaillent et qui font des dossiers de synthèse sur les mineurs. Donc, on a eu accès à l'extrême, c'est extrêmement volumineux, hein, ce sont des dizaines de milliers de pages de rapports, donc à la fois d'éducateurs, de psy, qui relèvent, vous voyez, les entretiens avec les mineurs, hein, les entretiens avec les parents, les familles, donc on a toute une série d'entretiens avec les familles, un certain nombre d'éducateurs font des visites à domicile, donc on a les descriptions des appartements, enfin, bref, donc on se plonge, vous voyez, dans les histoires finalement familiales de ces jeunes, faites, vous voyez, d'histoires de migration, de conflits intergénérationnels, de projets scolaires, bon bref, on rentre assez de plein pied dans l'histoire finalement de ces jeunes et de leurs familles. Et puis, évidemment, quand vous écrivez vous-même des rapports, vous ne les écrivez pas pour les sociologues. Bon, voilà, en réalité, tout ce matériau, il est magnifique, mais il n'était évidemment pas fait pour nous. Donc, il fallait qu'on comprenne comment il était fabriqué. Et donc, pour ça, on a fait 57 entretiens avec les professionnels qui avaient écrit ces rapports. C'est-à-dire qu'on a tout simplement interrogé systématiquement les gens qui écrivaient ces rapports pour leur demander qu'est-ce qu'il y a de comment, grosso modo, qu'est-ce qu'on n'écrit pas dans un rapport et qu'on dit au téléphone au juge, bref, toutes les stratégies d'écriture. Donc, à la fois, ça nous a permis de recueillir du matériau supplémentaire, vous voyez, des choses qu'on sait mais qu'on n'écrit pas dans le rapport, voilà, ce genre de choses. Et puis, la manière dont on écrit cela. Vous voyez, donc, c'est un matériau qui a des biais, évidemment, mais qui a au moins l'avantage d'être inscrit dans la routine dans laquelle ces jeunes étaient pris, puisqu'ils étaient pris dans l'appareil judiciaire, si je puis le dire. Donc, on a travaillé là-dessus. Un point, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'hésitez pas à prendre la parole et à me poser des questions au fur et à mesure. Hein, bien sûr, ce n'est pas extrêmement convivial, hein, la manière dont on est là, mais vous n'hésitez vraiment pas à m'interrompre si nécessaire. Alors, le premier constat qui a été le nôtre, ça a été que parmi les dossiers que l'on avait, alors, un premier avantage, c'est que ce n'est pas nous qui avons décidé ce qu'était la radicalisation. Ce n'est pas nous qui avons dit ça c'est radical, ça ne l'est pas. On a pris quelque chose qui avait été constitué par l'institution judiciaire. Ce sont les professionnels de la justice qui avaient décidé, qui avaient classé certains types de comportements comme radicalité. Et ça, c'était intéressant parce que d'ailleurs, on a vu dans l'enquête toute une série de comportements où il y avait des doutes. Vous voyez, il y a des moments. Alors, je ne vous l'ai pas dit en propos liminaire, mais je vais le rajouter. L'essentiel, évidemment, des comportements dont je voulais vous parler concerne la question djihadiste. C'est très clair, hein, vu le contexte, vu la période. L'essentiel des choses dont je vous parlais concerne évidemment le djihadisme. On a, dans ceux qui sont poursuivis pour des faits de terrorisme, on a également 4 Basques, 4 Corses et 5 membres de l'extrême droite violente. Je ne vais pas vous en parler ici parce que je ne vais pas évidemment vous faire une sociologie de l'engagement à ETA avec 4 cas, je ne vais pas faire ça. Donc essentiellement, question, hein, sur ces questions, ça ne se définit pas. Donc l'avantage, c'est que ce n'est pas nous qui l'avions choisi, c'est l'institution judiciaire qui avait étiqueté, catalogué un certain nombre de gens comme radicaux. Vous allez voir, ça a son importance. Évidemment, de ce que je vous ai dit, on avait une extraordinaire hétérogénéité des comportements qui étaient rassemblés sous ce label. On avait d'un côté, vous voyez, une gamine qui avait mis un voile sur la tête et ça avait déplu à ses parents qui l'avaient signalé à la cellule préfectorale, à la CEPRAF. Et à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, il y a des gens qui avaient chez eux des explosifs et qui allaient passer à l'attentat ou qui étaient partis se battre en Syrie. Et donc, on avait une extraordinaire. Et au milieu, on avait des gens qui avaient, pour ce qui était poursuivi pour outrage, pour apologie du terrorisme. Enfin bref, on avait un extraordinaire éventail, si vous voulez, de comportements qui étaient concernés par ce label de radicalité. Alors,
évidemment, on était un peu embêtés à ce stade-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire de la radicalité quand, au fond, on a affaire à des gens aussi hétérogènes, on a aussi à des réalités si différentes. Quand on est embêté en sociologie, il y a une bonne chose à faire, c'est généralement de revenir à Durkheim. Vous revenez à Durkheim, comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Généralement, ça se passe bien. Vous revenez à Durkheim et généralement, vous trouvez toujours quelque chose à faire. Bon. Et en fait, on est revenu un peu à la manière de Durkheim, qui réfléchit sur son livre sur le suicide. Vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin. Donc, Durkheim fait un livre sur le suicide qui est passionnant. Et Durkheim montre notamment que le suicide, bon, en apparence, c'est la même chose. Vous vous suicidez, vous êtes mort. Voilà, c'est le principe. Mais Durkheim montre, et c'est ça qui est très intéressant dans son bouquin, que en réalité, vous pouvez vous suicider selon des modalités. Le suicide, ce n'est pas simplement un fait individuel, c'est un fait social qui concerne des milliers de gens. Et donc, on peut essayer de trouver derrière le suicide des logiques différentes. Et il distingue notamment 4 logiques différentes, suicide anomique, suicide altruiste. Bon, je ne vais pas vous faire ici un cours sur Durkheim, mais c'est son idée, c'est qu'au fond, vous voyez, derrière ce qui peut en apparence ressembler, être la même chose, on a derrière ça des logiques sociales différentes. Et ce qu'on a essayé de faire avec Fabien, alors je vous rassure, c'est abscon pour le moment, c'est un peu abstrait, mais je vais rentrer dans des détails. Je vous pose d'abord le cadre et ensuite je vais vous raconter des histoires, ce sera un peu plus vivant. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la manière, voyez, de Durkheim sur le suicide, c'est de voir si derrière tout ce qu'on avait, au fond, on n'avait pas des logiques sociales différentes derrière ce que l'institution judiciaire enregistrait comme radicalité. Au fond, est-ce que ce qui en pouvait laisser paraître comme des comportements similaires, comme des attitudes similaires, comme des propos similaires, on n'avait pas derrière ça différentes logiques sociales qui voyaient le jour. Et on en a distingué un certain nombre, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes parce que ça nous amènerait trop loin, mais on a distingué derrière cela des logiques qui sont des usages, vous voyez, des registres de radicalité et du registre djihadiste très différents. Et je vais succinctement vous en présenter 2 grands registres parce que c'est ceux sur qu'on a travaillé les plus fréquents. Vous voyez, et Laurent Melito l'a dit en introduction, vous voyez, je ne suis pas en train de vous proposer des profils, je ne suis pas du tout en train de vous proposer ça, je ne suis pas en train de vous proposer de cases, je suis en train d'essayer de vous décrire des logiques sociales, vous voyez, des choses qui amènent des gens à se comporter d'une certaine manière. Alors, excusez-moi. Oui, bien sûr. J'ai une question, je ne sais pas si vous l'avez dit. À quel moment vous avez fait cette étude? C'était en quelle année? Cette étude, on l'a commencée en 2016 et on l'a terminée en 2018. Si vous voulez, on termine le terrain en décembre 2017. Ok, merci. Donc, c'est une période, vous allez voir, qui est notamment très liée au départ d'un certain nombre de jeunes vers la Syrie. Alors, évidemment, on aurait fait cette enquête 2 ans plus tard. Vous voyez, les départs vers la Syrie étaient évidemment moins attractifs. Sauf pour quelques inconscients qui ne lisent pas la presse. Vous voyez, il y en a eu beaucoup moins. Bon. Donc, et pour les faits qui ont été commis, grosso modo, les plus anciens sont de 2012 et ils s'échelonnent, vous voyez, entre 2012 et 2017 pour les faits. Alors, je reviens sur ce que je vous disais. Bon, ce qui nous a sauté aux yeux, donc, vous voyez, on avait énormément de matériaux, donc ça nous a permis de tracer, vous voyez, tout simplement des caractéristiques, notamment des familles, des mineurs, à savoir qu'est-ce que font les parents, est-ce qu'ils ont un travail, est-ce qu'ils n'en ont pas. Bon. Et très immédiatement, ce qui nous a sauté aux yeux, c'était en fait qu'on avait 2 groupes. On avait vraiment 2 groupes familiaux très, très différents. D'un côté, on avait, si je puis dire, les suspects habituels de la justice des mineurs, c'est-à-dire des familles avec des parents en situation de grande précarité économique, précarité affective, précarité sociale, avec très souvent des problématiques liées à des pathologies, soit des accidents du travail, soit des pathologies type diabète, ce genre de choses, des dépressions fréquentes, voilà. Bon, vous voyez, le secteur dans lequel vous travaillez, vous voyez bien à quoi je fais immédiatement référence, c'est-à-dire les fractions précarisées des classes populaires. Avec, ça se traduisait sur leurs enfants, par des gamins qui sont généralement déscolarisés ou scolarisés dans des voies de remédiation scolaire, j'allais dire de relégation scolaire, je suis
très correct, parce que M. Blanquer me surveille, je ne vais plus dire de choses, sinon M. Blanquer nous tombe dessus. Des filières de remédiation scolaire, donc très souvent CAP, ce genre de choses, pour beaucoup déscolarisés, des jeunes connus par les services de police pour des faits de délinquance. Plus de 90% d'entre eux sont connus par les services de police ou de gendarmerie pour des faits de petite délinquance, connus des services sociaux, avec là aussi une grande multiplicité de placements dans des foyers, placements ASE, familles d'accueil, foyers, etc. Pas très surprenant, je dirais, cette population-là. Je vous dis, traditionnellement, le public que touche la justice des mineurs. Et puis, il y avait un autre groupe, et là, qui était plus surprenant. Et les éducateurs avec qui on discutait nous disaient, là, pour le coup, on est étonnés parce que ce n'est pas les gens qu'on a l'habitude de traiter. C'était quoi? Alors, c'était pas la grande bourgeoisie biarrotte, évidemment. C'était les fractions stables des classes populaires ou le bas des classes moyennes. Vous voyez, ces ménages avec des parents en situation d'emploi, sans problèmes sociaux particuliers, inconnus des services sociaux, des jeunes qui, eux, étaient scolarisés, bien scolarisés, bons élèves, scolarisés notamment dans les filières générales du secondaire supérieur, scolarisés, vous voyez, en lycée général, inconnus complètement des services de police et de gendarmerie, inconnus des services sociaux. Et évidemment, c'est ça qui était très étonnant, parce que là, pour le coup, on avait une population tout à fait différente. Et quand on regarde les faits, ce qui a été commis, qu'est-ce qu'ils ont fait, et là, ça nous a évidemment sauté aux yeux, c'est que qu'est-ce qu'on voyait sur les départs en Syrie et les tentatives d'attentats, c'est-à-dire ceux qui sont partis en Syrie véritablement ou ceux qui ont essayé de commettre des attentats, c'est que ce n'était pas du tout les jeunes des fractions précarisées des classes populaires, mais au contraire, c'était ces bons élèves issus de familles stables. Et à l'inverse, les jeunes issus des fractions les plus précarisées des milieux populaires étaient surreprésentés dans les outrages, dans les propos et comportements inquiétants et dans ce genre de choses. Alors évidemment, ça nous a surpris. Ça nous a beaucoup surpris parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Alors, on attendait complètement le contraire, évidemment. D'ailleurs, l'actualité nous montrait que les attentats, il suffit de penser à Mohamed Merah, il suffit de penser à Mehdi Koulibaly, aux frères Kouachi, tous ces gens sont des gens issus clairement des milieux, des fractions précarisées des milieux populaires. Donc, on s'est retrouvé un peu embêté. Alors, c'est bien des fois en sociologie quand vous êtes surpris, vous voyez, on dit tiens, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, comment peut-on expliquer, je dirais, ce résultat contre-productif? Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez peut-être une ébauche de réponse. Voilà. Ça, je le mets dans la ligne des séries, vous voyez, où il faut une transition pour être sûr que les gens restent et reviennent à l'épisode d'après. Alors, grosso modo, une fois que je vous ai dit ça, je pourrais rentrer, si vous avez des questions, je rentrerai beaucoup plus dans le détail, mais je vais vous distinguer un peu les deux grandes logiques finalement qui s'opposent, vous voyez, entre une logique qui est une logique d'engagement, celle que je vais décrire, qui est une logique d'engagement, et une logique que je pourrais qualifier de plus provocatrice. C'est-à-dire des gens qui vont s'engager clairement dans le djihadisme, c'est un engagement idéologique très fort, très important, jusqu'à prendre des risques, y compris physiques, des risques pénaux, bien sûr. La plupart d'entre eux ont été condamnés à des peines lourdes de prison, 7, 8, 10 ans de prison parfois. Des risques physiques, aller se battre en Syrie, c'est quand même se mettre sérieusement en danger. Donc, des logiques d'engagement d'un côté, et des logiques que je vais provisoirement qualifiés de plus provocateurs, des usages plus provocateurs, vous voyez, du registre djihadiste, avec d'un côté, vous voyez, des bons élèves, de l'autre côté, plutôt des jeunes issus des fractions précarisées des classes populaires. Alors, je vais commencer par là, parce que, au fond, c'est sans doute peut-être ce à quoi vous pouvez être le plus facilement confronté. C'est numériquement ce qui, sans doute, en France, aujourd'hui, est le plus important. Et je crains que les lois qui sont en train de se discuter ne fassent que renforcer clairement la logique qui est celle que je vais vous décrire. On s'est rendu compte, c'est un point assez, je pense, assez important, qu'aujourd'hui, revendiquer, vous voyez, parler de djihad, revendiquer le registre djihadiste, il n'y a sans doute pas mieux. Il n'y a sans doute pas mieux pour déstabiliser les institutions.
C'est-à-dire que sur le marché, vous pouvez toujours dire que vous allez prendre votre carte à la France insoumise, mais vous n'allez pas faire peur à grand monde. En revanche, vous voyez, si voilà, vous dites que vous êtes djihadiste, ça marche très très bien avec ces institutions. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez suivi, on va voir s'il y en a qui suivent, c'est que ces jeunes donc, étaient, pour ceux qui, et là je suis en train de vous parler des fractions précarisées des classes populaires, que c'était des jeunes qui avaient été très tôt institutionnalisés. C'est-à-dire, ils sont connus, comme on dit, des institutions. Je vous dis, pour un grand nombre d'entre eux, y compris dès leur naissance. On a des placements à la naissance ou dans les quelques mois qui suivent la naissance, donc des histoires de vie jalonnées, vous voyez, de placements à répétition, jalonnées de problèmes scolaires. Bref, ce sont des gamins qui sont bien connus des institutions. Or, ce qu'on oublie très vite, c'est que là, il y a une contrepartie immédiate au fait d'être bien connu par les institutions. C'est que vous connaissez aussi très bien les institutions et que vous savez très bien comment les mettre en difficulté. Et on va se rendre compte qu'à l'école, face aux travailleurs socio-judiciaires, un certain nombre, notamment de jeunes qu'on a étudiés, vont mobiliser avec un grand brio un registre de déstabilisation de ces institutions. À l'école, par exemple, à partir de 2015, vous vous souvenez, dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, puis par la suite de ceux du Bataclan, vous avez eu notamment des minutes de silence. Vous savez que vous avez eu, quand l'institution scolaire a été très mobilisée sur ces minutes de silence, donc c'est-à-dire, vous voyez, une injonction institutionnelle à la solidarité avec les victimes. On a des victimes, on fait des minutes de silence, on fait des réunions avec les profs. Bon. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un mauvais élève ? Justement, ça marche très très bien, vous voyez, de crier Allah Akbar pendant la minute de silence. Vous êtes à peu près sûr d'avoir un franc succès. Et on va voir comme ça toute une série de jeunes qui, dans ce type d'occasion institutionnelle, vont profiter de cette occasion pour déstabiliser finalement les institutions auxquelles ils sont confrontés et qu'ils considèrent qu'ils les rejettent. Alors, ce mécanisme, il n'est pas simplement singulier sur ce que je suis en train de vous raconter. J'ai une collègue à Nanterre qui s'appelle Alexandra Hauser, qui a fait un très beau travail sur l'Allemagne et sur la transmission de la mémoire du nazisme en Allemagne. C'est-à-dire comment, dans les écoles, on transmet, on enseigne la mémoire du nazisme. Sujet, vous imaginez, extrêmement tendu, évidemment, en Allemagne. Et elle montre une chose assez intéressante, c'est qu'au fond, alors que les bons élèves ont complètement intégré, si vous voulez, le discours officiel sur le nazisme, ils disent ce que l'institution attend d'eux qu'ils disent sur le nazisme. Ils ont bien compris ce qu'il faut dire, notamment les enfants issus des migrations, par exemple, qui sont des bons élèves, ils récitent le catéchisme, si vous voulez, sur le nazisme. Bon. Que font les mauvais élèves ? Les mauvais élèves prennent tout simplement le contre-pied et de leurs enseignants et des bons élèves en disant, par exemple, avec Hitler, il n'y avait pas de chômage. Hitler, il a relevé le pays. Sieg Heil, les Juifs au four. Est-ce que ça fait d'eux des nazis ? Pas nécessairement. Mais vous voyez bien dans quel état, évidemment, ils mettent la communauté scolaire. Imaginez, moi, je suis enseignant, je n'aimerais pas avoir au fond d'un amphithéâtre, vous voyez, des pimpins qui commencent à faire Sieg Heil quand je parle du nazisme. Vous voyez, évidemment. Et plus, évidemment, l'institution réagit, plus ce type de comportements vont être, évidemment, répandus et vont se diffuser. Je vais vous prendre un exemple concret pour que vous voyez un peu de quoi je parle. On a un jeune qui est suivi pour un fait de petite délinquance. Il est suivi par la protection judiciaire de la jeunesse pour un fait de petite délinquance. Dans le cadre de ce suivi, on va faire une mesure, donc, qui est une LSP, je crois, et cette mesure consiste à faire un travail dans un atelier. Donc, ça va être un travail vidéo, un atelier vidéo sur le thème de l'égalité de genre, l'égalité homme-femme, donc la question du genre, donc avec une équipe de réalisateurs qui vont faire ça. Alors, il arrive, ça se passe dans un théâtre, et il rentre dans le théâtre, il dit « Oh, on dirait le Bataclan ici ». Vous imaginez, vraiment, sourire gêné, évidemment, des éducateurs sur place, donc voilà. Et puis, vous vous souvenez de la thématique de l'atelier, il commence à tenir un discours extrêmement négatif sur les femmes. Un discours extrêmement négatif, évidemment, sur les femmes. Et puis, il va voir la réalisatrice, puisque c'est une réalisatrice, il s'approche d'elle, il lui dit « Je vais t'égorger, toi. » « Mais non, je déconne. »
grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pendant toute la journée, le gamin pourrit l'atelier. C'est-à-dire qu'évidemment, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde est tétanisé, évidemment. Les professionnels sont extrêmement attentifs. Les autres sont évidemment fascinés. Enfin, voilà. Il bousille l'atelier. Et vous qui travaillez, qui voyez un peu de quoi je parle quand je parle de ces publics-là, vous voyez que pour lui, au fond, c'est un grand succès. Au fond, à la fin de la journée, pour lui, il triomphe, évidemment. Il a non seulement perturbé l'activité de l'institution, c'est le premier élément, et deuxième élément qui va avec, pendant toute la journée, il a accaparé sur lui toute l'attention des adultes présents. Mais non seulement il a perturbé l'institution, mais en plus, vous voyez, toute l'attention des adultes a été tournée vers lui, qui, pour des gamins qui ont toute une série de carences socio-affectives, etc., n'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Et vous voyez, pour lui, il y a un double bénéfice. Alors pour les professionnels qu'on a interrogés, moins. Hein, ils étaient moins contents de la journée que lui, hein, manifestement. Et eux, c'était beaucoup moins bien passé. Mais je tire votre attention parce que ce type de comportement, évidemment, vous voyez, c'est un comportement qui a un sens. Et c'est comme ça qu'il faut que vous pensiez à la radicalité. La radicalité, elle est relationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une essence, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, qui serait en nous. Elle existe dans une relation. Et vous voyez, clairement, ça peut être un outil extrêmement utile face à des institutions avec lesquelles on est en conflit, face auxquelles on pense qu'on est rejeté, ou etc. Vous voyez, pour tout simplement à la fois se revaloriser, faire peur. Des éducateurs nous le disaient. Ils disaient dire, moi, je suis éduque depuis 20 ans, des gamins qui m'ont menacé, ils m'ont dit on va te brûler ta voiture, on va te tuer, j'en ai eu plein. Mais quand un me dit je suis Daesh, c'est pas pareil. Non, ça ne le fait pas. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que c'est d'autant plus intéressant que ce type de comportement, ce type d'attitude ne s'indexe pas ensuite sur des comportements. Vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure de ceux qui se sont engagés. Ça ne s'indexe pas sur des comportements qui viseraient à changer le monde tel qu'il est ou le monde dans lequel ils vivent. Et on n'a pas de pratique religieuse assidue. C'est des choses qui arrivent comme une identité oppositionnelle, mais qui ne transforment pas profondément la vie. Il continue à dealer du shit, il continue à se battre, il continue à avoir toute une série de comportements. Il y en a un, à un moment donné, il va à la mosquée, et en sortant de la mosquée, il fait une tournante. Il fait un viol collectif, quoi. Et l'éducateur lui dit, mais bon, il n'y a pas un peu une contradiction entre le fait que tu ailles à la mosquée et ensuite que tu fasses un viol collectif? Il dit, bon, je suis passé qu'en deuxième. On va dire, bah alors ça va, on est sauvé. On est passé qu'en deuxième, c'est bon, on est sauvé. Bref, vous voyez, pourquoi je vous attire cette attention là-dessus? Ça vous paraît sans doute ridicule, mais dans le fichier des personnes signalées pour radicalisation, le FPRT, c'est hélas l'essentiel des situations qui sont signalées, l'essentiel des situations qu'ont à traiter aujourd'hui les CEPRAF, les cellules préfectorales sur la radicalisation et l'aide aux familles, concernent ce type de comportement. Et je pense que c'est extrêmement important parce que vous verrez que ça a des effets, y compris sur nous, institutions, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cela. Puisque plus vous réagissez dans ce sens-là, évidemment, plus vous confortez ce type de comportement. Alors, ça, je vous dis, c'est à mon sens la logique qui est la plus fréquente aujourd'hui en France. C'est numériquement la plus importante. On l'a vu, vous voyez, se développer à chaque fois que vous avez eu des lois répressives. Quand vous avez eu la loi sur l'interdiction du voile intégral, vous vous souvenez, le niqab en 2008, on a vu toute une série de jeunes femmes qui n'étaient pas musulmanes, qui n'étaient pas religieuses, mais qui étaient dans des trajectoires cassées, toxicomanie, errance, etc., qui ont revêtu le niqab parce que c'était à ce moment-là pour elles une manière tout simplement de prendre de front les institutions. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants, qu'on a vus à plein de reprises. Donc, je pense que c'est un point important. J'en viens maintenant à ceux qui se sont engagés. Là, vous voyez, on est sur un background complètement différent. On n'est pas du tout sur ces familles cassées. On n'est pas du tout sur cette hostilité aux institutions. Et je vais vous dire quelques mots sur l'engagement, même si, je tiens à vous le dire, vous voyez, c'est une infime minorité de gens. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on en avait 62 et c'était l'intégralité de ceux qui avaient été poursuivis pour des faits de terrorisme. Vous voyez, 62 sur, il faut rapporter ça, vous voyez, aux pratiquement 5 millions d'élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui en France. Vous voyez, ça fait quand même vous voyez, on est à moins de 1 pour 100 000. Donc, on est quand même, vous voyez, sur des choses qui sont numériquement extrêmement faibles. Et au fond, très peu de gens sont confrontés à ce type de situation-là. Mais je vais quand même essayer d'éclairer un peu parce que ça éclaire aussi le débat public. Ça va jusqu'à présent ?
Oui, vous n'êtes pas encore complètement endormi, ça va? Oui, c'est très intéressant. Bon, merci Pauline. Merci. Je vais continuer alors. Bon, donc oui, alors un des rares avantages de Zoom, c'est qu'on voit les noms des gens sur les choses. On peut faire comme si on les connaissait. Ça, c'est un des rares avantages. Bon. Alors, évidemment, je vais maintenant vous parler effectivement de ceux qui se sont engagés. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, bon, on est un peu sur une surprise parce qu'on avait une très très grande homologie des configurations familiales. C'est-à-dire qu'on avait des familles qui, en réalité, se ressemblaient beaucoup. Bon, elles se ressemblaient beaucoup, et ça, c'est plutôt rare. Vous voyez, en sociologie, généralement, tout étant des nuances de gris, vous voyez, plus clair, plus sombre. Mais là, c'était vraiment assez tranché. C'est-à-dire dans la mesure où on avait je vous dis, des grandes ressemblances finalement entre les trajectoires familiales et scolaires, familiales et individuelles des jeunes qui s'étaient engagés le plus sérieusement. Alors, si je le résume très rapidement, on a des familles dans lesquelles c'est plutôt des familles migrantes de première génération. Les parents sont, on a plus de 90%, il y a au moins un des deux parents qui est migrant de première génération, c'est-à-dire des gens qui viennent pour l'essentiel du Maghreb, dans l'ordre Maroc, Algérie, Tunisie. Donc migrants de première génération, premier élément. Deuxième élément, ce sont des gens qui s'installent, je vais y revenir, en dehors des zones de migration traditionnelles que sont Paris, Lyon, Marseille. Ce sont des gens qui s'installent plutôt dans des petites villes. On en a plus d'une grosse moitié, vous voyez, qui vit dans des villes de 50 000 habitants. Et des petites villes ou villes moyennes en France. Donc hors des grandes communautés migrantes en France. Troisième élément, ce sont des familles, je vous disais, qui ont une stabilité professionnelle, hein, et qui, grosso modo, ils sont en situation d'emploi. Si je suis caricatural, lui est ouvrier qualifié, elle est employée. Et grosso modo, voilà, ça peut être un peu plus, mais bon, retenez cette idée, voilà, situation d'emploi stable. Voilà. Et ces familles vont tout simplement faire un choix qui est un choix classique, là encore, c'est celui d'une ascension sociale par procuration, c'est-à-dire que les enfants vont être chargés de l'ascension sociale de la famille par l'école. C'est-à-dire qu'il y a un investissement scolaire extrêmement fort des familles envers les jeunes qu'on a étudiés. Qu'est-ce que je veux dire par investissement scolaire extrêmement fort? C'est tout simplement, on va faire deux choses au moins. On va leur donner les moyens que ça marche à l'école. D'abord, par un contrôle très strict des fréquentations. Les parents qui sont très, très attentifs, qui sont très encadrants, qui sont très cadrants, hein, pour reprendre des termes que vous connaissez. C'est même très cadrante, c'est-à-dire qu'on surveille véritablement les fréquentations des enfants. On les empêche, par exemple, de traîner en bas d'immeubles. Vous voyez, ils vivent généralement dans ces petites villes, mais dans des quartiers populaires, hein, de ces petites villes. Un le dit, c'est le petit Casablanca d'Orléans, par exemple. Bon, c'est des quartiers populaires de taille réduite, mais dans ces villes. Donc, on ne laisse pas les enfants traîner en bas d'immeubles, par exemple. Je cite souvent cet exemple, c'est le père d'un d'entre eux qui déclarait à l'audience, il disait, bon, voilà, moi je pense qu'il faut sécuriser le milieu. Je suis délégué des parents d'élèves, comme ça je sais ce qui se passe à l'école. Je suis responsable de l'association des locataires, comme ça je sais ce qui se passe dans le quartier. Et puis je suis aussi membre du conseil qui gère la mosquée, comme ça je sais aussi ce qui s'y passe. C'est du cadré. Oui, c'est du cadré. On en a qui se cachent dans les buissons pour voir qui leurs enfants fréquentent à l'école. Enfin, bon. On a plutôt des familles qui sont cadrantes, hein, comme dire. Ouais, on n'est pas sur les familles dépassées, non, désinvesties. Non, ça cadre à mort même. Bon. Donc, on cadre, on contrôle les fréquentations. Premier élément. Deuxième élément, on leur donne les moyens d'étudier. Donner les moyens d'étudier, ça veut dire, par exemple, je dis que c'est des situations sociales plutôt stables. Ça veut dire que chaque enfant a sa chambre pour étudier, son ordinateur. On a des familles dans lesquelles il n'y a pas assez de chambres pour tous les enfants, donc on va sacrifier, par exemple, une une chambre pour en faire une bibliothèque. Bref, il y a un vrai travail, vous voyez, pour faciliter finalement l'apprentissage scolaire. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a des enfants qui sont très ajustés scolairement. On en a qui sont de très bons élèves. On en a une à 13 ans, elle écrit son premier bouquin. Vous voyez, c'est un dialogue entre elle et elle morte. Bon. Ok, c'est pas sympa, mais bon, on l'a lu, c'est auto-édité, mais honnêtement, c'est des récits, c'est une narration qui se tient. Bon, c'est vraiment pas plus déconnant que beaucoup de copies de M2 que je peux lire actuellement. Vous voyez, ça traduit vraiment des gens qui ont, qui ont en tout cas une appétence pour les jeux intellectuels. On en a 6 dans l'enquête qui apprennent l'arabe tout seuls. L'arabe, apprendre l'arabe, c'est pas simple, jusqu'à pouvoir le lire. Bon, voilà. Donc, on a
on a, si vous voulez, une éducation qui forge chez ces jeunes des dispositions scolaires, hein, des dispositions à l'étude, des dispositions à l'ascétisme. Bon, ça marche. Et beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs de bons, voire de très bons élèves, notamment au collège. On en a qui sont… Et comme je vous le disais, très naturellement, une grande partie d'entre eux accèdent aux filières générales de l'enseignement secondaire. Ils arrivent au lycée général. Ce qui n'est pas le cas quand je vous parlais des fractions précarisées des classes pop, on n'était pas du tout là. Pour eux, le lycée général, c'est une sorte d'horizon extrêmement inaccessible. Là, très naturellement, une grande partie d'entre eux. Alors, on a étudié un peu les moments de bascule, hein, où les choses se passent. Et on s'est rendu compte que quelque chose se joue avec l'entrée au lycée. Quelque chose se joue à l'entrée au lycée, notamment, et alors ça, ce n'est pas juste nous, hein, il y a toute une sociologie de l'éducation, une sociologie, une sociologie qui travaille sur la question de l'éducation, qui a exploré ces dynamiques-là. C'est notamment que pour eux, le passage du collège de quartier populaire au lycée de centre-ville va constituer un choc important, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc retenez cette idée, vous voyez, ils sont se scolariser dans des collèges de quartier populaire et évidemment, accédant aux filières générales, dans les petites villes, le lycée général, il est généralement dans le centre-ville. Or, qu'est-ce qu'on va voir ? Tout simplement, on va voir que dans cette dimension-là, vous voyez, qu'est-ce qui se joue ? Tout simplement, plusieurs choses vont simultanément se combiner. D'abord, le passage, le collège de quartier, il est protecteur socialement. C'est-à-dire comme il est relativement homogène socialement, il est assez protecteur pour les milieux populaires. En arrivant au lycée de centre-ville, ils vont perdre cette protection et cette homogénéité. D'abord, ils vont être confrontés à une élévation du niveau scolaire. C'est-à-dire que les exigences scolaires ne sont plus les mêmes dans les lycées de centre-ville que dans les collèges de quartier. Alors, c'est attesté par toute une série d'études, évidemment. Donc, ça veut dire que, vous voyez, ces gamins qui étaient des bons élèves, ces gamins et ces gamines, alors, je ne vous l'ai pas dit, dans les engagés, on a 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. D'accord ? On a une vingtaine de filles et une quarantaine de garçons. 22 filles et 40 garçons, je crois. Donc, ces gamins et ces gamines, vous voyez, qui étaient bons élèves, finalement, dans leur collège, se retrouvent au lycée et leurs résultats chutent. C'est-à-dire qu'ils dégringolent, vous voyez, de la tête de tableau au milieu de tableau, voire à la queue de tableau. Sans bien comprendre pourquoi, parce qu'ils continuent à fournir les mêmes efforts. Donc ça, il y a un premier élément. Leurs familles ne comprennent pas. Après tout ce qu'on a fait, après tous les efforts qu'on a fait pour que ça marche à l'école, ça ne fonctionne plus. Il y a là quelque chose qui se joue. C'est redoublé par la grande capacité que nous avons, nous les enseignants, à enfoncer ceux qui sont déjà au fond. Et je vais le dire poliment parce que je suis enseignant, mais vous savez que nous les enseignants, on aime beaucoup, il y a une chose qu'on aime beaucoup, c'est les gens des quartiers, des classes populaires qui ont des bons résultats. Parce que voyez, ça, c'est la méritocratie, on se dit, c'est cool, bon, on a l'impression d'être progressiste. On se dit, regardez, les gens avec peu de capital culturel, ils y arrivent. Alors ça, on aime bien parce que ça nous donne l'impression d'être progressiste dans notre métier, on dit, c'est super. Bon. On sait gérer les cancres. Les cancres, on a l'habitude, ils s'en foutent, bon, ça peut être drôle, il y en a qui ont de l'humour, on sait gérer. Par contre, les enseignants comme corps ont un mépris extrêmement élevé pour les médiocres. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment ça, là, le médiocre, c'est vraiment un truc. Et on a eu accès, je vous disais, au bulletin scolaire, vous voyez, toutes ces petites annotations du type laborieux, laborieux, ce genre de choses, ce genre de travail, hein, mais n'est pas très brillant, ce genre de petites humiliations qu'on retrouve. Et ces humiliations par l'institution vont être redoublées par les humiliations par leurs autres camarades. C'est-à-dire que non seulement le lycée de centre-ville, vous voyez, s'accompagne d'une dégradation de leurs résultats scolaires, mais également d'un rejet de la part d'autres groupes sociaux qui sont beaucoup mieux préparés qu'eux à la compétition scolaire et qui ne les voient pas venir d'un bon œil. Et on a été surpris, vous voyez, par le nombre de manifestations de racisme ou de racisme social auxquelles ils ont été confrontés à l'arrivée dans ces lycées de centre-ville. Bon. Par exemple, on en a un, c'est le seul arabe de sa classe. Donc, évidemment, ses petits camarades l'appellent Ben Laden. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien que tous les Arabes s'appellent, évidemment, Ben Laden, comme chacun sait. Bon. On a été frappé, d'ailleurs, dans les récits qu'ils font aux éducateurs, vous voyez, du nombre de brimades sur leur physique. Elle est grosse, elle a de la moustache, c'est un suiveur.
tel point qu'on s'est dit à un moment donné, super, on a trouvé une corrélation mécanique, vous voyez, entre le fait d'être moche et le fait d'être djihadiste. Et ça va être pratique, vous voyez, pour les grilles de signalement, tout ça. Mais non. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend autant à leur physique et pourquoi ça revient de manière aussi récurrente qu'on s'en prend au physique? Parce que s'en prendre au physique de quelqu'un, c'est une manière de dire des choses que vous ne pourriez pas dire autrement. C'est difficile de dire à quelqu'un « je ne t'aime pas parce que tu es arabe » ou « je ne t'aime pas parce que tu es prolo ». Par contre, vous en prendre au physique des gens, ça va être des formes d'expression d'un racisme ou d'un racisme social extrêmement prégnantes. Et la combinaison de ces facteurs vont amener ces jeunes qui étaient très ajustés scolairement. Il y en a un qui le dit très bien, il dit « je ne me trouvais plus à ma place, je ne me sentais plus à ma place ». Ces jeunes que jusque-là, tout avait porté à se penser comme, finalement partie du système, bien intégré scolairement, grosso modo, vous voyez, en quelques semaines, voire quelques mois, vous voyez, cette adhésion et cette adhérence se défait et ils se retrouvent dans une situation de porte-à-faux. Alors, comment ça se traduit? Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'une grande banalité. Ça ne concerne pas que des jeunes djihadistes, ça concerne hélas, sans doute des dizaines de milliers d'adolescents dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on va voir chez eux? Alors d'ailleurs, quand je dis que ça concerne des milliers d'adolescents, on a discuté avec des psys, avec des pédopsies, etc. Bon, et notamment, comment ça se traduit très souvent? Ça se traduit par de l'anorexie, ça se traduit par des tentatives de suicide, ça se traduit par des dépressions. Bref, il y a toute une série de réponses ou de manières de réagir à ce type de situation-là. Qu'est-ce qu'on voit pour ceux qu'on a étudiés? On va voir que très rapidement, ils vont donc se déconnecter, de cet univers scolaire dans lequel ils ne se sentent plus à leur place, et ils vont pas s'isoler, ils ne vont pas être dans un isolement, mais ils vont partager progressivement cette expérience. Alors, ils vont la partager sur Facebook, sur des réseaux sociaux, ils vont la partager avec un copain avec qui ils étaient à la maternelle sur le quartier, ils vont le partager avec une tante ou un oncle dans la famille. Bref, ils vont essayer tout simplement de partager cette expérience de désajustement qu'ils ressentent. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation. Ils vont rencontrer d'autres gens qui ont un peu les mêmes questions, qui ont un peu les mêmes questions en tête. Il y en a une qui le dit très bien, elle dit « J'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés, mais qui avaient les mêmes difficultés que moi. » Et ça, c'est extrêmement important, ce moment-là. Parce que, vous passez tout simplement de l'échec individuel. C'est moi, j'y suis pas arrivé, j'ai pas été capable de maintenir le projet familial. Et là, vous ouvrez les veines, vous devenez anorexique, à l'idée de « Ah, mais c'est moi, et puis c'est lui, et puis c'est elle, et puis c'est lui. » Et ça veut dire que ce n'est plus une question individuelle, mais c'est une question qui devient un fait social. Et c'est la prise de conscience que ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas une faute individuelle, mais que c'est quelque chose de collectif. Et ça, c'est un moment qui est pour eux, c'est une prise de conscience, évidemment. Et cette prise de conscience, elle se fait au fur et à mesure d'un certain nombre de discussions. Et dans ces discussions, ils vont rencontrer des militants plus aguerris de la cause, des militants plus aguerris, ce que je pense que dans le débat public, on appelle un peu improprement des recruteurs. Je vous dirai pourquoi, je ne pense pas que le terme est approprié. Donc, ils vont rencontrer des militants plus aguerris qui vont les aider à donner un sens à cette situation. Qu'est-ce qu'il fait un militant politique? Qu'il soit djihadiste ou pas d'ailleurs. Il fait deux choses. C'est quelqu'un qui notamment transmet de l'idéologie. Alors l'idéologie, si je suis caricatural, je ne veux pas être trop long, donc je vais être rapide. L'idéologie, qu'est-ce que c'est? C'est au moins deux choses, l'idéologie. L'idéologie, c'est d'abord les lunettes à travers lesquelles vous lisez le monde social. C'est les lunettes que vous chaussez pour lire le monde social. Le monde est divisé en, je vous laisse cocher les cases, riches-pauvres, travail et capital, nationaux et étrangers, croyants et mécréants. Bref, vous voyez que selon les lunettes que vous chaussez, selon le principe de vision et de division du monde que vous adoptez, vous voyez que c'est complètement différent. Vous n'avez pas les mêmes alliances, vous n'avez pas les mêmes ennemis, etc. L'idéologie, c'est d'abord ça. C'est savoir quel principe de vision et de division du monde est-ce qu'on adopte. Une des grandes forces du Front National, vous voyez, ça a été d'amener dans le débat politique qui était structuré depuis la fin du 19e siècle en France sur travail-capital, d'amener un clivage qui est nationaux-étrangers. Une des grandes victoires du Front National, c'est ça. C'est qu'on arrive à penser, vous voyez, les débats politiques sur nationaux-étrangers, par exemple. C'est un changement idéologique. Donc l'idéologie, c'est d'abord ça, c'est des lunettes. Et puis, de manière étroitement liée à cela,
c'est instaurer des chaînes de causalité entre les choses. S'il se passe telle chose, c'est la conséquence de telle chose qui est à son tour la conséquence de telle autre. Je vous fais des chaînes idéologiques. Les enfants d'ouvriers ne marchent pas à l'école, sont relégués scolairement. Pourquoi ? Les enfants d'ouvriers sont relégués scolairement parce que les bourgeois ne veulent pas que les enfants d'ouvriers arrivent à l'école parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient des bons postes, parce que le grand capital a besoin d'ouvriers pour travailler. C'est une chaîne de causalité. Je vous fais la même en djihadiste. C'est pourquoi les enfants musulmans sont-ils discriminés à l'école ? Parce que tout simplement, on ne veut pas que les musulmans arrivent à des postes de pouvoir, parce que les juifs et les croisés, etc. Bref, c'est ça, les questions idéologiques. Alors, vous avez tout à fait raison, Nani, évidemment, vous allez voir qu'on trouve là toute une série de choses pour trouver une valorisation qu'il n'y a pas eu. Mais je vais vous répondre à votre question tout de suite. Donc, vous anticipez sur ce que je vais dire juste après, c'est parfait. Vous faites une très jolie transition. Donc, que vont faire donc, ces militants plus aguerris ? Tout simplement, ils vont les aider à politiser. Ils vont les aider à politiser le désajustement qu'ils souffrent. Ce désajustement scolaire dont je vous ai parlé, ils vont les aider à leur politiser, à donner un sens. Et ça, pour les jeunes qu'on a étudiés, c'est un moment de révélation. C'est un moment, vous voyez, où c'est un moment dans lequel voyez, ils relisent toute leur biographie à l'aune de cette nouvelle manière de penser le monde. Ah, mais s'il m'est arrivé ça, c'est parce que. Et vous opérez, et c'est ça, le vrai processus de conversion au sens sociologique du terme, c'est ça. C'est le moment où vous relisez votre trajectoire voyez, avec de nouvelles lunettes. Et ce moment-là, alors, je ne vais pas rentrer sur le détail de ce que font ces gens. On a eu accès, alors, dans l'enquête, il y a des noms qui vous sont peut-être familiers. On avait Rachid Kassim, qui a été tué en 2017 en Irak. On a Omar Homsen, qui est toujours actuellement en Syrie, qui sont des figures extrêmement importantes. Bon, ces gens-là, tout simplement, vont aider voyez, ces jeunes à relire leur situation voyez, en fonction de nouvelles catégories et de nouvelles chaînes de causalité. Ils vont les aider à politiser leur cause. Et là, qu'est-ce qu'on voit très clairement ? Effectivement, que ces jeunes qui se retrouvaient dans une situation de désajustement vont se saisir voyez, de cette nouvelle idéologie pour prendre, dans un premier temps, le contre-pied de leur famille et de l'école. Je dis, l'école, quelqu'un disait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, vous voyez, l'investissement scolaire, ces jeunes, ça revient très fréquemment dans les discours qu'ils tiennent, se sentent trahis par l'école. Alors, vous voyez, les termes, parfois, ont leur importance. Parce que pour être trahi, il faut croire. Les jeunes délinquants dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ne sont pas trahis par l'école. Ils n'y ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru qu'à l'école, ça allait bien se passer. Ils ont eu tout de suite, ils étaient en situation d'opposition à l'école, etc. Ceux-là, ils y ont cru. Ils ont joué le jeu. Et ils disent, on a joué le jeu et on se retrouve dans cette situation. Et une sorte de trahison de l'école. Donc, évidemment, cette idéologie, elle leur fournit, vous voyez, là aussi, une magnifique manière de contester cette institution qui les a trahis. Vous me dites l'évolution, je vous dis Dieu. Vous me dites la théorie de l'évolution, je vous dis Dieu. J'ai un universel de même niveau. Et puis, contre-pied aussi de la famille. Contre-pied de la famille, parce que vous avez un très beau texte qui nous a aidé à faire ça, c'est un texte de Bourdieu dans La misère du monde, qui s'appelle Les contradictions de l'héritage. Un très très beau texte sur. Alors lui, ça parle de l'extrême droite, mais c'est un texte qui a été pour nous lumineux pour comprendre ce mécanisme-là. Donc on prend, et dans le même mouvement, le contre-pied de l'école et le contre-pied de la famille. Cette famille, qui, bien que de culture musulmane, n'a pas transmis la religion, ses parents qui sont des mauvais musulmans, voilà, grosso modo, et ça permet, c'est génial, ça vous permet de condamner l'école et de condamner les parents. Ils se réinventent voyez, une sorte de communauté idéale, voyez, de musulmans purs qu'ils incarneraient contre leurs parents, qui seraient des vendus au système, etc. Et là, progressivement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le groupe qui est en train de se forger, et vous voyez, je suis en train de vous parler d'un groupe en train de se forger. On n'est pas dans le cadre où on aurait une organisation vous voyez, qui recruterait des cadres, ferait de cette formation. Non. Ce qui concerne le djihadisme depuis le début des années 2000 en Europe, concerne essentiellement des groupes qui se fabriquent, qui s'autogénèrent. C'est des groupes qui sont... Alors, il y a quelques exceptions notoires. Les attentats du 13 novembre, c'est un commando qui est envoyé depuis la Syrie. Mais pour le reste, les attentats de Madrid en 2004, les attentats de Londres en 2005, et tous les autres attentats par la suite, ce sont des groupes qui s'autogénèrent avec un lien extrêmement lointain avec des organisations. Et on va voir un groupe qui se forge. Progressivement, vous voyez, ce groupe, il se densifie. Les relations en son sein deviennent plus fortes. C'est de la loyauté, c'est de l'amitié.
Il y en a une qui le dit très bien. Elle dit « J'ai trouvé des autres moi. J'ai trouvé des autres moi. » Une autre le dit « J'ai arrêté de parler à des gens qui ne pensaient pas comme moi. » On a un groupe qui devient de plus en plus soudé idéologiquement, de plus en plus cohérent, où les gens partagent toute une série de choses. Et c'est notamment dans ce groupe-là qu'ensuite vont se fabriquer les montées en radicalité. Mais quand vous êtes dans un groupe radical, quand vous êtes dans un groupe où la posture passe par l'affichage d'une radicalité, il faut tenir sa place. Ce n'est pas possible, vous voyez, d'être plus pleutre, d'être plus mou, de se désengager. Et on va rentrer, vous voyez, dans toute une série de dynamiques qui ensuite en amèneront certains en Syrie ou à tenter de commettre des attentats. Alors, vous voyez, ça fait déjà 1 heure que je papote, donc je vais juste conclure, comme ça vous fera, on pourra se faire une petite pause café pour que vous respiriez et on pourra poser des questions. Bon. Pourquoi j'attire votre attention? En fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de cette enquête? En fait, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je crois qu'on peut tirer 2 éléments qui me semblent importants. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'attention, vous voyez, aux logiques de provocation. Je pense que c'est aujourd'hui un registre extrêmement utile pour provoquer et ça va durer, à mon avis, dans les années qui viennent. Et je pense que toute une série de mesures d'action publique qui sont en train d'être prises vont renforcer les choses en ce sens. Ça, c'est le premier élément. Et donc, ça suppose, je vous disais, d'être attentif en tant que professionnel à cela. Je vous ai pris l'exemple allemand tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? En Allemagne, l'apologie du nazisme, c'est un délit pénal. C'est très grave de faire l'apologie du nazisme en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les endroits où les établissements ont surréagi, c'est-à-dire ont tout simplement pris des sanctions, etc. Ces comportements, évidemment, se sont reproduits et étendus. Oui, puisque ça marche. À l'inverse, là où, grosso modo, les institutions ont un peu calmé le jeu, en disant ça va, on a compris ce que vous voulez dire avec ça. Là, on s'est aperçu qu'effectivement, ces comportements avaient diminué. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, qu'il faut avoir en tête comme professionnel. Deuxième élément, sur ce que j'ai essayé de vous dire, sur le reste. Vous voyez, ça permet aussi, vous voyez, d'être attentif aux mécanismes par lesquels des jeunes peuvent s'engager dans une idéologie aussi dure et sur des chemins aussi escarpés. C'est d'abord d'être très attentif aux trajectoires, vous voyez, qui sont en jeu. Vous voyez, alors, ça permet d'écarter les grandes explications. C'est-à-dire l'explication par le social. Ah oui, c'est parce qu'ils sont en situation de précarité qu'ils font ça. Non, 99,99% des gens qui sont en situation de précarité ne font pas ça. Et ceux qu'on a vus, ils n'étaient pas en situation de précarité. Et donc, ça permet d'éviter, vous voyez, les méta-explications, vous voyez, qui semblent avoir trouvé un certain nombre d'éléments avant même d'avoir commencé à réfléchir. Ça, c'est le premier élément. Mais la question des profils, c'est absurde. La question des profils, et nous, nos jeunes, c'est plutôt des petits intellos, hein. Alors même que vous avez des gens, vous voyez, qui ont des trajectoires cassées, qui ont emprunté des voies similaires par la suite. Alors, pourquoi nous, c'est des petits intellos et pourquoi il y a des Mohamed Merah? Une des explications qu'on avance, je crois qui tient, c'est que les nôtres sont très jeunes, en réalité. Vous vous rendez compte que ceux qui s'engagent sur la voie armée, hein, comme des Mohamed Merah ou des Koulibaly, c'est des gens qui généralement ont des longues trajectoires de délinquance. C'est-à-dire, mon hypothèse, pour la résumer très rapidement, c'est de dire, voyez, tout simplement, il faut s'épuiser comme délinquant avant de pouvoir devenir djihadiste. C'est-à-dire que aussi longtemps que vous croyez dans la délinquance, que vous pensez que vous allez monter, que vous allez progresser, que vous allez devenir un bon gars, ça ne vous intéresse pas tellement de devenir djihadiste. Par contre, si vous vous épuisez dans la délinquance, et là vous avez le bouquin de Fabien Truong sur Koulibaly qui est vraiment bien là-dessus, et un mec comme Koulibaly, c'est quelqu'un qui a une trajectoire pénale extrêmement longue. Il a vu son meilleur ami tué par la police sous ses yeux quand il avait 19 ans. Il a enchaîné les années de prison. C'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, est un raté comme délinquant. C'est-à-dire que quand à pratiquement 35 ans, vous n'êtes pas devenu un chef, ça ne marche pas. Votre avenir est très, très limité. Donc, vous n'êtes pas bon en délinquance, vous êtes fatigué d'être délinquant en réalité. Vous avez une haine incommensurable contre les institutions et vous pensez que vous êtes au bout existentiellement. Là, c'est propice, effectivement, au passage à l'acte armé. Évidemment. Mais il faut s'épuiser. Les nôtres sont trop jeunes pour cela. Et même pour ceux qui sont partis en Syrie avec des profils plus délinquants, on se rend compte qu'ils partent plutôt vers 24-25 ans, c'est-à-dire 5-6 ans plus tard que les nôtres. Donc, nous, je pense que si cet engagement il est aussi rapide aussi, nous, ce qu'on a étudié, ils passent de rien à la Syrie en 6 mois parfois. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne sont pas intéressés par les questions musulmanes du tout, ils passent de là en 6 mois
à la Syrie. Et je pense que la rapidité, vous voyez, de ce processus, c'est à rapporter à l'effondrement de leur monde et à la brutalité de l'effondrement de leur univers. Tout ce en quoi ils avaient cru jusqu'à 17 ans, jusqu'à ce moment du lycée, jusqu'à ce moment de ces difficultés-là, s'effondre en quelques semaines. Et je pense qu'il y a une sorte, vous voyez, on sent chez eux une sorte de compulsivité à trouver de nouvelles lignes de fuite, à trouver un nouvel engagement existentiel. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et je ne le dirai pas là, mais la Syrie facilite ça. Parce que la Syrie, ça semble être, ça semble extrêmement fort. Alors, grosso modo, voyez, donc je reviens, voyez, sur cette idée, il faut écarter ces grandes explications. Il faut écarter évidemment les grandes explications générales. Il faut écarter les profils. Vous voyez, tous les gens qui ont ce type, vous voyez, de propriété ne passeront pas à l'acte. Les familles dont je vous ai parlé, les jeunes dont je vous ai parlé, il n'y en a pas 62 en France, il y en a des dizaines de milliers. Et l'immense majorité d'entre eux ne seront jamais concernés par cette problématique-là. Dernier point, vous voyez, c'est aussi la difficulté de penser le débat public à partir de l'exception. En réalité, vous voyez, ces cas sont extrêmement rares. Je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est extrêmement rare. Et c'est évidemment très difficile, vous voyez, de sous-tendre l'action publique à partir de ces cas-là, qui en réalité sont déjà très bien traités par les services de renseignement et par la justice. En réalité, ils sont déjà très largement pris en charge. Parce que précisément, à traiter l'action publique au prisme de ces cas exceptionnels, on risque très largement de conforter l'autre volet dont je vous ai parlé, c'est-à-dire d'offrir à tous ceux qui trouvent quelque chose à redire au système, et je crains hélas qu'il y en ait beaucoup, des armes pour le contester. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas répondu, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais prendre plein de questions, je vais répondre à vos questions, je vous rassure. Mais peut-être on peut faire 5 minutes de pause, si vous voulez, pour prendre un café. Donc, je ne sais pas, comme vous voulez. Hein. Moi, je peux rester, mais c'est… Il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez. Mais du coup, puisqu'on s'était dit en commençant avec Laurent que ce serait pas mal que ce soit un peu plus interactif que ça l'a été jusqu'à présent, et que là, ça s'y prête vraiment pas mal, je propose aux personnes qui ont posé les questions à l'écrit de prendre la parole Tout à fait. et de les poser. Ce sera beaucoup plus convivial, effectivement. Super, oui, on peut répondre à tout ça. Ma question, c'est est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause ou pas? Moi, je n'ai pas de nécessité de faire une pause, mais c'est pour vous, pour l'attention. Je sais qu'avec mes étudiants, je propose toujours une pause parce que je sais qu'ils en ont marre au bout d'un moment de Zoom, quoi. Mais peut-être que pas vous. Bon, bah, écoutez, apparemment pas. D'accord, écoutez, alors, allons-y. Alors, dans l'ordre, il y avait donc… alors, si vous le souhaitez, de poser les questions à l'oral, Jean-Daniel, Lionel, et puis Jean-Daniel encore une fois. Donc, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro et vous posez les questions avec plaisir. Il faut mettre le micro. Bonjour. Jean, il faut activer le micro. Voilà. Ça y est. Oui, mais alors les pédagogies de déradicalisation vous paraissent-elles adaptées? Et les enseignants, comme les travailleurs sociaux, ne sont-ils pas ainsi particulièrement démunis? Alors, vous avez, enfin là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est-à-dire que la question de la déradicalisation, c'est une question qui a été très polémique, très creusée à un moment donné, et puis en réalité assez largement abandonnée, en vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose, vous voyez, qui a eu le vent en poupe, grosso modo, en 2017, 2016, 2017, et qui par la suite, finalement, a été assez largement abandonné, parce qu'on se rend compte clairement que déradicaliser, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que précisément, déradicaliser, ça suppose, il y a presque une dimension prophylaxique là-dessus. Au fond, on aurait une sorte de virus, et on pourrait guérir les gens de ce virus avec des médicaments, des choses comme ça. Bon, je ne le dis pas gratuitement. Hein. Il y a vraiment une pensée très clairement empruntée à l'épidémiologie pour penser la question de la violence politique. Donc, on s'est rendu compte effectivement qu'il n'y avait pas de recette qui marchait et qu'en réalité, ce qui fonctionnait, et là-dessus, il y a des bons exemples au Danemark, en Allemagne également, c'est au fond quand vous êtes capable simplement de réinsérer des gens dans une autre voie. En réalité. C'est-à-dire, au fond, ce n'est pas tout simplement que vous les faites renoncer à leurs idées,
Ça, on voit mal comment est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un tu vas renoncer à ces idées parce qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, c'est extrêmement peu, ça ne fonctionne pas. Oui, on l'a tenté, y compris avec des imams. À un moment donné, on dit bah, tiens, on va demander à des imams d'intervenir pour expliquer qu'ils ont une mauvaise vision de la religion. C'est grotesque. Je vais vous transposer, vous voyez, sur une autre génération. Imaginez que dans les années 70, quand vous aviez des militants maoïstes, par exemple, voilà, on dit, mais en fait, bon, vous avez une mauvaise interprétation du communisme. Donc voilà, on va prendre un cadre du Parti communiste français qui va vous expliquer, voilà, camarade, tu n'as pas bien compris le communisme, voilà ce qu'est le vrai communisme. Vous imaginez, ça aurait été burlesque, hein, dans une très large mesure. Bon, on est évidemment sur le même type de registre. Donc changer des idées, ça ne marche pas. Par contre, effectivement, ce qui fonctionne, c'est quand des gens sont capables tout simplement de se réinsérer, vous voyez, dans des trajectoires qui les amènent ailleurs. Bon. Je vais vous donner 2 exemples contradictoires pour illustrer mon propos. On avait dans l'enquête, je vous ai dit, on avait 4 Basques. On avait 4 gars donc, liés avec passé familial lié à ETA, donc le père membre d'ETA, la mère membre d'ETA, le tonton membre d'ETA, la sœur membre d'ETA. Bon, voilà. Avec un peu, voilà, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Je vais faire médecin. Non, tu vas faire étara comme tout le monde. Bon, voilà. Bref, ils étaient très liés à ça. Ils ont commis des attentats, notamment sur des agences immobilières, sur ce genre de choses. Bon. Ils sont incarcérés. Quand ils sortent de prison, est-ce qu'ils sont moins convaincus de la cause qu'ils défendaient que quand ils y sont rentrés? À l'évidence, par les lettres qu'ils envoient, qu'ils reçoivent, pas du tout. Ils continuent à être tout aussi convaincus de leur cause. En revanche, quand ils sortent, ils trouvent un tissu social, politique, économique dans lequel s'insérer. C'est-à-dire que tous, finalement, trouvent une position, je dirais, dans le monde large, si vous voulez, du nationalisme de gauche, du monde abertzalé. Et de quoi est-ce qu'on se rend compte? Que tout simplement, ils ne changent pas nécessairement leur idéologie, mais par contre, ils mènent des vies qui sont désormais, je dirais, dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'ils ont des idées, mais ces idées, en tout cas, ils ne les défendent pas en dehors du cadre de la loi. C'est très intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, vous voyez, que vous pouvez difficilement, vous voyez, faire changer quelqu'un d'avis ou d'opinion sur un sujet. L'opinion, l'avis, il évolue au fur et à mesure de votre trajectoire. Et je vais vous citer un contre-exemple de cela. On a un certain nombre de jeunes qui sont partis en Syrie. Pour eux, la Syrie, c'était vraiment, ça représentait à la fois tout ce qui fuyait ici, ça représentait Foucault dirait une hétérotopie, c'est-à-dire le lieu où se fabrique une utopie. Et beaucoup, évidemment, ont été déçus sur place. Ils sont arrivés sur place, ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Ils se sont retrouvés dans des zones de guerre, ils n'y étaient pas préparés, ils se sont retrouvés dans des luttes entre des groupes sur place qu'ils n'avaient pas prévues. Bref, un certain nombre d'eux sont rentrés. C'est cela que vous appelez la radicalité utopique dans votre ouvrage? Tout à fait. Les utopiques, c'est ceux qui sont un vrai engagement. Tout à fait. Parce qu'ils constituent la moitié des cas étudiés. Tout à fait. En réalité, c'est la moitié dans le bouquin. Dans l'ensemble des gens suivis par la PJJ, c'est moins de 10%, puisque vous avez un peu plus de 1000 cas au général. Mais on a pris tous ceux qui étaient poursuivis pour terrorisme, parce que c'était évidemment ce qui nous intéressait de comprendre. Donc, juste pour cela, je vous dis, ceux qui reviennent de Syrie reviennent dans une phase basse de leur engagement. Ils sont déçus. Au fond, leur engagement, il s'est effondré. Ils ne croient plus en ceux qui les avaient amenés à... Or, ils se retrouvent en prison. Ils sont incarcérés, évidemment. Or, si vous avez suivi ce que je vous ai raconté, c'est des bons élèves issus de familles stables. Des bons élèves en prison, sans aucune connexion avec la délinquance, sans aucune expérience en la matière. Les éducateurs nous ont dit qu'ils vont se faire massacrer. Simplement, ils disent, ça s'appelle des victimes, ils vont se faire déchiqueter par les droits communs. Et ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont réinvesti une idéologie djihadiste, une identité djihadiste super forte. Genre, moi, je rentre de Syrie. Et comme les disent les éducateurs, ça fascine certains, ça fait peur aux autres. C'est-à-dire, vous voyez, la logique de protection face au danger de la prison, ils l'ont vaincu tout simplement en surinvestissant une identité djihadiste. C'est-à-dire, vous voyez, cet engagement qui était dans une phase descendante se retrouve dopé, il repart par la force des choses, vous voyez, en raison de l'incarcération. Et donc, vous voyez pourquoi j'attire votre attention, c'est-à-dire la déradicalisation, et ça, je pense, comme éducateur, ça vous parle. C'est quoi? C'est tout simplement la capacité de réinsérer un individu dans une trajectoire de vie alternative, c'est-à-dire dans laquelle il peut investir, se projeter, etc. Ça, je pense que c'est un point qui est
extrêmement important, vous voyez, sur la question de la déradicalisation. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, vous voyez, on a abandonné toute une série de recettes qui avaient l'impression de recettes toutes faites, qui ont fait gagner beaucoup d'argent à un certain nombre de consultants, hein, qui ont été… Moi, j'ai complètement raté le coche. Oui, je suis resté à l'université, alors que je pourrais avoir une magnifique voiture décapotable, qui serait sans doute mon rêve. J'ai raté le coche, mais il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais en réalité avec des résultats extrêmement contestables. Alors, ce que vous évoquez par rapport notamment aux jeunes militants basques, moi je l'observe dans ce qu'on a mis en place ici en Pays Basque, c'est un mouvement des artisans de la paix. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux, en fait, ils conservent leurs convictions. Par contre, ils abandonnent les moyens d'y parvenir. C'est-à-dire, ils considèrent aujourd'hui que la non-violence est un moyen politique beaucoup plus actif, beaucoup plus prolifique pour ce faire. Et donc, peut-être que pour ces jeunes-là aussi, la possibilité d'autres voies dynamiques qui leur permettent justement d'être reconnus, de garder aussi peut-être certaines convictions devrait être explorée aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, hein. C'est un point, je pense, qui est très intéressant. La seule différence majeure qui est dans les médias, qui existe entre les deux cas que je vais vous présenter, c'est que les jeunes djihadistes dont je vous parle, quand ils sortent, il n'y a pas de communauté pour les accueillir. C'est-à-dire que, grosso modo, il n'y aurait pas quelque chose qui s'appelle une communauté musulmane, ça n'existe pas. Les musulmans qui connaissent, ils leur ont craché dessus en disant que c'était des apostats et des traîtres. Vous voyez, et donc, ils se retrouvent évidemment dans une situation qui est une situation extrêmement compliquée. Alors, il y en a un qui écrit en prison, il écrit quels seraient ses projets. Écrire en prison, depuis Gramsci, ça permet de mettre les choses au clair. Donc, lui, qu'est-ce qu'il écrit? Lui, son projet, vous voyez, l'alternative qu'il voit à la sortie, ce serait des villages musulmans, c'est-à-dire de racheter des villages dans la Creuse, vides, et faire des villages 100% musulmans dans lesquels ils pourraient vivre, voilà, une sorte de phalanstère, vous voyez, ou de bantoustan musulmans. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement d'ailleurs le projet de ceux, je vous ai dit qu'on avait 5 d'extrême droite violente. 5 d'extrême droite violente, c'est ceux qui, notamment, avaient voulu faire des attentats contre Castaner et Mélenchon. Et eux, c'était exactement leur projet aussi. C'est un truc qui s'appelle village français, c'est-à-dire des villages ethno-racialement purs. Donc, ce qui n'est pas inintéressant, vous voyez, c'est que quand vous n'avez pas de milieu qui pourrait être favorable finalement à accueillir cette question dynamique, vous renvoyez des gens sur effectivement l'idée d'une sorte de séparatisme social et spatial. Donc je crois que vous posez une vraie question. Lionel, oui. Merci. Puisque le passage du collège de quartier au lycée de centre-ville est clé, quelle solution envisagez-vous pour éviter qu'il y ait une perte de ces enfants? Si j'avais ça, j'aurais la place de M. Blanquer aujourd'hui, mais il n'est pas prêt à la lâcher. La question, c'est que je pense que de toute façon, ce problème-là, vous voyez, est un problème qui ne concerne pas que des jeunes djihadistes. Je crains, et pour avoir discuté pas mal avec l'éducation nationale sur ce sujet, vous voyez que ça concerne, hélas, c'est un mécanisme qui est hélas extrêmement fréquent, et vous voyez, dont les dommages dommages majeurs ne sont pas le djihadisme, mais sont toute une série de manières de vivre ça individuellement, sous l'angle de l'anorexie, des tentatives de suicide, des dépressions, etc. Je pense que c'est un vrai problème. Donc, à un moment donné, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous avez un bouquin, si ces choses vous intéressent, qui est celui de Paul Pasquali, qui s'appelle « Passer les frontières sociales », qui est un très beau livre, très chouette, qui a étudié les jeunes de quartier populaire qui accèdent aux classes préparatoires. Et il montre que précisément, ils sont assez similaires aux nôtres, à ceux qu'on a étudiés, mais ils ont quelques petites différences, et notamment une des choses qui les protège, c'est la protection collective. Le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit des petites villes, ça change complètement. Ce n'est pas un hasard. Nous, on a eu toute une série, par exemple, on a fait beaucoup de conférences autour de ce ouvrage. On a restitué des travailleurs sociaux, des éducateurs, des magistrats et autres. Et on avait beaucoup de gens en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui nous disaient, c'est marrant, nous, on a vécu les mêmes choses. Mais en réalité, quand on était 5, 6 ou 7 qui venaient du même quartier, ce genre de choses, on a pu se protéger. C'est-à-dire, vous voyez, cette manière, vous voyez, finalement de se sentir mis au banc de manière individuelle,
bah, si, et ça, Pasquali le montre assez bien, vous voyez, si vous êtes plusieurs, si vous êtes quelques-uns, vous arrivez à forger une sorte de petite protection collective par rapport à ça. Mais vous avez raison, c'est en tout cas, je pense, un problème qui est suffisamment vaste et qui mériterait en tout cas d'être sans doute mieux conscientisé. Mais là-dessus, je vous dis, il y a toute une série de travaux bien plus profonds que les nôtres sur ce sujet qui sont intéressants. Mais dans l'immédiat, effectivement, c'est pas quelque chose qui est trop pris en compte. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Est-ce que pour rebondir sur cette question, et si j'ai bien compris sur cet aspect, on va dire un peu plus thérapeutique finalement de ces petits groupes, une forme d'intelligence collective sur des petits groupes que sur des groupes beaucoup plus monstrueux, est-ce qu'il n'y a pas justement une remise en cause de nos mastodontes institutionnels qui font notre pays, c'est-à-dire l'éducation nationale avec les collèges, les lycées qui sont des grosses structures, ou bien même, vous en parliez, les prisons, ou même l'hôpital aussi, qui sont des grosses structures et qui ont ces institutions-là qui ont de plus en plus de mal à faire face à des problématiques de plus en plus individualisées, et du coup, ils n'arrivent pas à y répondre, quoi. C'est une vaste question. Il y a eu un moment en France dans lequel on a pensé qu'il fallait essayer de déconcentrer un peu les structures, hein. Mais on a ouvert des hôpitaux dans des petites villes, on a essayé des universités, par exemple, on a ouvert des antennes universitaires un peu partout. On est plutôt dans un mouvement inverse. Vous avez peut-être remarqué que, grosso modo, depuis la LOLF, et ça s'est accéléré par la suite, on est plutôt dans aujourd'hui la reconcentration sur des grosses structures et la fermeture des petites structures. Vous avez les allers-retours. Le problème, c'est qu'effectivement, vous voyez, les questions qui sont celles qui nous occupent aujourd'hui ne sont pas séparables de mouvements de fond, finalement, de reformation, de réforme de l'État, et qui affectent, je dirais, l'intégralité des institutions. Alors, ça n'empêche pas que, malgré tout, on peut quand même essayer de réfléchir à un certain nombre de manières de mieux traiter ces dimensions. Mais il est singulier, et ça c'est assez, chez nous, ce qu'on a étudié, c'est assez net, c'est que le rapport à l'institution, il est quand même central. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes des êtres d'institution. C'est-à-dire que nous sommes en permanence confrontés à des institutions dans tous les aspects de notre vie. Et le rapport qu'on peut nourrir à des institutions, que ce soit un rapport de confiance ou un rapport de défiance, vous voyez, il est quand même extrêmement structurant. On s'est rendu compte que nous, pour beaucoup, parfois, vous voyez, c'est un enseignant qui tout simplement va arriver à sauver une situation parce qu'il va tout simplement investir un peu plus sur ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous voulez avoir une référence, parce qu'on m'a dit, Laurent Mélito m'a dit qu'il fallait que je vous bombarde de livres à lire. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas dit ça. C'est pas vrai. Vous avez un très beau bouquin sur ça, qui est le bouquin de Stéphane Beau sur la famille Belloumi, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est Stéphane Beau, qui est un collègue sociologue, qui a fait un très beau travail sur une famille algérienne, donc, la famille Belloumi, qui a 7 enfants et qui, grosso modo, c'est une sorte de portrait, vous voyez, de 40 ans, qui arrive dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, de cette famille. Et il y a un truc tout à fait passionnant. Donc, alors vous avez des choses, vous voyez, sur les aînés qui sont très laïques, qui vont traîner la famille, qui vont faire des études, qui vont récupérer les frères, qui sont un peu délinquants, enfin, bon, qui sont des moteurs. Et il y a le portrait de la dernière, qui est la cadette, et qui elle devient religieuse, prend un voile, etc. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit qu'elle prend un voile à la fois dans les relations internes à la famille, c'est une manière de s'opposer aux aînés qui ont tracté tout ça nombreuses années, mais en même temps, comme cette famille n'a pas bougé, vous voyez en filigrane comment c'est aussi la transformation des services publics dans le quartier qui change tout. C'est-à-dire que, vous voyez, Stéphane Beau fait une lecture, il y a 2 niveaux, c'est à la fois des relations internes à la famille, mais des relations aussi à l'environnement du quartier. Et précisément là où les aînés, par exemple, pouvaient compter sur une école, sur des instituts engagés, sur des profs qui étaient là parce qu'ils étaient dans une situation stable, donc ils les ont aidés à passer les concours, qui les ont aidés dans les moments difficiles, y compris quand, par exemple, le frère s'est retrouvé dans la justice, ce genre de choses. Pour la cadette, elle enchaîne des enseignants précaires qui tournent en permanence, etc. C'est-à-dire que, vous voyez, en réalité, tout ce dont on est en train de parler a aussi, vous voyez, la structuration des institutions et les transformations des institutions sur le long terme rendent aussi, vous voyez, décrivent ou dessinent plutôt des configurations complètement différentes de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que c'est évidemment des réflexions qu'on doit avoir en tête. Oui, tout à fait. Oui. Agnès Van Zatten effectivement a écrit beaucoup là-dessus. Effectivement, vous avez tout à fait raison.
Daniel, je ne sais pas si tu as posé ta question. Enfin, il me semblait qu'il y avait un deuxième morceau de question. Oui. Oui, c'était relatif à la dynamique actuelle là, de lutte contre le séparatisme. Tout cela, est-ce que ça ne porterait pas en germe des germes d'amplification du phénomène que vous décrivez? À l'évidence. C'est à l'évidence. C'est-à-dire que je pense que cette loi, bon, qui est une loi de circonstance, il faut bien le dire, qui est une loi d'affichage politique, bon, qui d'abord, enfin, qui rappelle les débats de la fin des années 90 sur le communautarisme. Oui, je travaillais déjà à l'époque, et à l'époque, les renseignements généraux, vous voyez, scrutaient les quartiers pour compter le nombre d'angstènes paraboliques, pour savoir si les quartiers se détachaient de la République. Si vous regardiez Al Jazeera, ça veut dire que vous étiez plus républicain, etc. C'est les années, c'est 97, 98. Vous voyez, donc, c'est pas quelque chose de très neuf, mais effectivement, ça a trouvé aujourd'hui un nouvel écho, avec évidemment plusieurs problèmes. Évidemment, d'abord, je vous le disais dans mon propos tout à l'heure, effectivement, le fait que vous rendez tout simplement, dès lors que ce type de comportement devient un comportement qui embête les institutions, il a de fortes chances de se produire davantage. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça reviendra plus avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les artisans sur la paix. C'est-à-dire, c'est la question de quel rôle peuvent jouer des organisations intermédiaires qui précisément détournent de la violence. Bon. Une des choses qui nous a surpris dans l'enquête, et de manière plus générale en discutant avec des collègues et avec des policiers, c'est que la ville qui a eu le moins d'engagement djihadiste et le moins de départ vers la Syrie, c'est Marseille. Et Marseille, c'est la ville qui a la plus grosse communauté salafiste de France. Et alors, ça pose quand même question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai aucune sympathie, je tiens à dire, pour les salafistes. Ils portent un modèle de société qui, évidemment, me répugne. Mais on se rend compte, et ça, il y a une littérature européenne qui commence à se développer sur ce genre de questions, c'est-à-dire que tout simplement, est-ce que ces organisations ne sont pas des organisations tampons vis-à-vis de la violence? Et on voit bien qu'avec la loi sur le séparatisme, c'est ça qui est en jeu. Alors, au fond, est-ce que dans une démocratie comme la nôtre, on ne doit pas accepter l'expression d'opinion qui nous déplaise? Bon. En réalité, le code pénal, il n'est pas complètement vide pour tout ce qui concerne le racisme, l'antisémitisme, etc. Il y a déjà toute une série de délits pénaux, voyez, qui font que tout ne peut pas se dire dans notre pays. Il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas dire. Bon. Jusqu'où est-ce qu'on tolère finalement des idéologies, des modes de pensée finalement qui nous déplaisent, mais qui participent du débat démocratique? Et je crains évidemment que cette loi, vous voyez, on n'est pas là-dessus. On est sur la pénalisation extrêmement importante. Vous avez vu d'abord en administrative un certain nombre de choses, et puis si vous avez des violations administratives, ça devient pénal. Bref, ça pose évidemment toute une série de questions. Et quoi qu'il advienne, c'est une loi qui ne fait que polariser évidemment la situation. C'est une loi de circonstance, je dis, il y a des enjeux politiques derrière ça. De mon expérience sur le sujet, je dirais, il n'y a pas grand-chose de bon à en attendre, à mon avis. C'est gai comme conversation. Ça plombe un peu. On ne peut même pas aller boire une bière après. On est confiné, on se fait plomber. Voilà, super. D'autres questions? Sinon, je continue. Je vous menace. On a fait le tour? Apparemment. Bon. Oui, Non, du coup, moi, c'est... Ah, pardon. Pardon. Non, moi, c'était une question un peu plus générale par rapport à l'enseignement. Pas forcément par rapport au djihadisme ou autre, mais du coup, je me questionne sur pourquoi les enseignants ne valorisent pas assez les élèves. Pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours les commentaires laborieux, peut mieux faire, n'a pas révisé, ou enfin des choses comme ça, et on est moins sur la valorisation de l'élève. Et pareil, que ça soit en primaire, au collège ou au lycée, pourquoi pareil, on ne valorise pas aussi sur l'adulte qu'on va devenir et le citoyen qu'on va devenir, et qu'on juge plus les élèves sur, t'es bon en maths, t'es bon en français, t'es bon... Enfin, je pense que de valoriser, ça aiderait aussi pour la vie d'adulte, et ça éviterait
des choses comme vous avez expliqué là pendant 1 heure. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, non, je vois. Alors, j'ai pas nécessairement toutes les compétences pour répondre à cela. Ce que je crois, si vous voulez, c'est bon. Il y a à la fois évidemment, il y a des modèles institutionnels évidemment qui sont extrêmement importants sur bon comment, qu'est-ce que c'est transmettre des savoirs. Vous savez que vous avez des débats dans les sciences de l'éduc extrêmement tendus sur comment est-ce qu'on transmet des savoirs, qu'est-ce qu'il faut transmettre, quel type de lecture. Bon, vous connaissez évidemment tout ça. Est-ce que c'est la méthode globale, bon, bref, etc. Je pense que ce qui, à mon avis, aujourd'hui est une grande difficulté, au-delà des questions pédagogiques, c'est que c'est très difficile de séparer les questions pédagogiques des statuts et des conditions dans lesquelles les gens exercent aussi leur travail. Et on est surpris aujourd'hui, enfin, vous savez évidemment que la question de la profession d'enseignant, notamment du secondaire, c'est quelque chose qui a vu ses conditions pratiques se dégrader, je dirais, ces 30 dernières années sans limite, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des concours de CAPES où vous n'avez plus personne. Vous avez aujourd'hui des disciplines dans lesquelles vous ne trouvez plus de profs. Tout simplement, les gens ne veulent plus être enseignants. Et ça a à voir avec toute une série de choses. C'est à la fois la dégradation de leur statut, ça a à voir également avec le déclassement symbolique d'être un enseignant. Enfin, je veux dire, il y a quand même du prof bashing des ministres de l'Éducation successifs pendant de longs moments, qui fait qu'effectivement, on a des gens qui se retrouvent dans des situations compliquées, parce qu'effectivement, ils vivent ce qui est une généralisation scolaire. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école, donc ça supposerait effectivement de renouveler toute une série de choses, dans une situation où eux-mêmes sont mis en situation de porte-à-faux, et ça crée une crise scolaire permanente. Ça crée une crise scolaire permanente, vous voyez, qui fait qu'on a des enseignants qui… L'Académie de Créteil, l'année dernière, vous avez en première année de CAPES, c'est-à-dire les gens qui sont en poste, vous avez eu 50% de démissions. 50% de démissions, ça crée vraiment ce problème-là. Or, vous voyez, là, on est sur un problème structural de l'institution qui fait que désormais, je pense qu'il ne l'est pas. Alors, il y a des gens qui font du très bon travail, il y a des gens qui ont un vrai engagement personnel, etc., pour le faire, mais ils se retrouvent dans une situation qui est à la fois du point de vue institutionnel et du point de vue de la situation dans laquelle ils sont mis, qui sont à mon avis intenables. Mais je vois mal comment, dans les médias, ça peut avancer. On est quand même sur des problèmes extrêmement lourds. C'était un peu pour donner un peu d'espoir dans la question, dans le moment. Oui, Bastien, vous aviez une question. Oui, non, simplement, je voulais vous demander si vous aviez, dans le cadre de votre étude, puisque c'est sur plusieurs années du coup, est-ce que vous aviez également pu constater les mêmes schémas? Parce que là, on parle du terreau franco-français, quoi, l'échantillon franco-français. Est-ce que vous avez pu remarquer les mêmes choses sur notamment les départs en Syrie dans d'autres pays européens, de nos voisins européens, puisqu'il y a quand même pas mal de combattants, entre guillemets, qui sont partis d'autres pays, Grande-Bretagne, Belgique, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez pu avoir des infos sur ces pays voisins? Alors, on a effectivement consulté toute une série de collègues. Alors, le travail qu'on a fait sur les trajectoires, vous voyez, à partir de ces sources-là, en fait, vous avez vraiment de la chance de vous faire plomber l'après-midi, mais en fait, il n'y a pas eu d'équivalent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de travaux qui a eu accès, vous voyez, si finement aux trajectoires familiales, etc. C'est-à-dire que c'est une enquête qui est un peu unique sur le matériau auquel on a pu avoir accès. Par contre, effectivement, là où on a… alors Fabien, avec qui j'ai fait le bouquin, lui, continue à travailler sur cette question, notamment sur la Belgique. Il fait une comparaison entre la France et la Belgique. Il ne travaille plus sur les jeunes, sur les mineurs, il travaille sur les familles de retour. C'est-à-dire, son point d'entrée, c'est les enfants, mais donc les adultes sont plus âgés, puisqu'ils ont déjà des enfants. Donc on est, vous voyez, sur des générations qui vont entre, grosso modo, 20 et 35 ans, quoi. Et là, pour le coup, on retrouve des mécanismes tout à fait similaires, vous voyez, à ceux… Mais un bon exemple de ce que je vous disais, Rachid Kassim, dont je vous parlais tout à l'heure, Rachid Kassim, c'est exactement la trajectoire des utopiques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un gars qui surinvestit à l'école par rapport à ses parents et tout ça, qui est déçu, qui réoriente son appétence intellectuelle dans un premier temps vers le rap. Il écrit des chansons de rap, puis ça ne marche pas du tout. Et puis, il réinvestit ça donc religieusement. Il va à la mosquée du coin, il se fait jeter parce que c'est une mosquée traditionnelle et conservatrice. Et ensuite, il part sur la question. Donc, vous voyez, Kassim, c'est typiquement ce type de choses-là. Donc, lui, il en retrouve cela. Et il trouve aussi d'autres types de trajectoires, vous voyez, qui sont plutôt des gens, alors là, plus âgés,
voyez, qui parfois ont été en errance, ont eu des trajectoires plus cassées, vous voyez, et qui vont trouver à un moment donné dans la religion une manière de se renforcer. Et puis, ils vont trouver que le groupe religieux dans lequel ils sont trop mous, et donc ils vont passer à autre chose, et puis ils vont passer à autre chose, et puis ils vont passer à autre chose. Donc, on a, vous voyez, à la fois toute une série de choses qui semblent tout à fait importantes, et donc ça marche. Vous allez retrouver voilà, les logiques qu'on a identifiées, vous les retrouvez dans un certain nombre d'autres pays avec des nuances, évidemment, selon les situations locales. Mais ces logiques-là, elles marchent. Et je vous dis, il y a toute une série d'autres trajectoires, évidemment, qu'on peut aussi observer. Voilà. Alors, je vois qu'il y a juste une question sur les sectes. Donc, attendez, oui, donc sur la question sur les sectes. Donc quelqu'un dit voilà. Donc Angèle nous dit que c'est les sectes. Alors vous avez raison, il y a toute une série de mécanismes qui fonctionnent un peu comme les sectes, mais il y a une nuance parce que ça a été une des interprétations en matière sectaire. D'ailleurs, dans les dossiers qu'on lisait, on voyait beaucoup secte, un dérive sectaire, manipulation mentale, emprise, le terme d'emprise, tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui… on s'est dit, bah, tiens, c'est intéressant. Et puis, en réalité, dans les dossiers, on n'en a pas trouvé la moindre trace. Pas trouvé la moindre trace parce qu'en réalité, pour qu'une secte fonctionne, il faut que vous ayez un gourou. C'est-à-dire que la manipulation mentale, ça existe, l'emprise, ça existe, mais il y a un prix très élevé à payer. C'est-à-dire que le gourou, c'est pas… En fait, c'est pas cool d'être gourou. Vous avez certes un certain nombre je pourrais dire de réjouissance en échange, sans doute, mais il faut payer de sa personne. Il faut s'imposer. Et d'ailleurs, le fonctionnement des sectes, c'est ce qui marche bien, vous voyez bien, c'est la dépersonnification, c'est l'emprise physique. Il y a toute une série de mécanismes pour que l'emprise fonctionne. Or là, on est sur des mécanismes qui sont extrêmement lointains. C'est-à-dire, grosso modo, Rachid Kassim, il envoie des SMS depuis la Syrie. Vous voyez, Omar Homsen, il a une chaîne Telegram et il envoie des messages sur Telegram. Et ça, évidemment, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, pour le coup, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que la question… Et si c'était aussi présent dans les rapports, ça on l'a compris en faisant les entretiens avec les éducateurs, c'est tout simplement que quand vous êtes un éducateur de la PJJ, c'est très difficile de traiter du terrorisme. Vous n'avez jamais traité du terrorisme. Et le terrorisme, c'est évidemment par définition le barbare, l'autre irréductible, etc. Et la question, vous voyez, de l'emprise sectaire, c'était une manière tout simplement de dire… en réalité, nos jeunes, ils sont certes auteurs, mais ils sont aussi victimes. Et ils sont victimes de qui ? Ils sont victimes de grands méchants, Homsen, etc., qui ne sont pas de notre ressort. Et ça nous permet de recréer l'empathie nécessaire à faire le travail éducatif traditionnel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a marché avec ces gamins ? Ça vous intéresse. Ce n'est pas du tout des mesures d'exceptionnalité. Et là-dessus, la directrice de la PJJ de l'époque avait été très ferme. Elle a dit non, c'est du travail éducatif normal. On est sur du travail éducatif normal. On a un certain nombre de compétences qui sont là, et c'est ces compétences-là qu'il faut mobiliser. Fabriquer un projet professionnel, travailler sur le passage à l'acte, travailler sur la famille, travailler toute une série de choses. Ce sont des outils qui sont déjà présents. Et une des choses qui me paraît tout à fait importante dans cette enquête, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en réalité, il existe déjà toute une série de compétences sociales et professionnelles qui sont présentes pour traiter des cas comme cela. Et que précisément, c'est l'exceptionnalité ou l'exceptionnalisme de ce traitement qui échoue. Si vous traitez un jeune qui, parce qu'il tient des discours sur la Syrie, etc., vous le traitez normalement, tout simplement, vous le redescendez et vous le redescendez sur ce que vous savez faire. Si à un moment donné, vous pensez qu'il faut le traiter de manière complètement exceptionnelle, vous rentrez dans son jeu et vous perdez pied. Alors évidemment, c'est un discours qui passerait pas politiquement. Politiquement, aucun ministre ne dirait quelque chose comme ça. En revanche, on s'est rendu compte dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, dans tous les entretiens qu'on a pu mener, sur tous les terrains sur lesquels on en est, puisqu'on s'est baladé de Ajaccio à Colmar, on a quand même baladé un peu partout, c'est que beaucoup de professionnels ont quand même un très grand bon sens à l'heure de traiter ces affaires-là. Qu'il s'agisse de magistrats, qu'il s'agisse d'éducateurs, qu'il s'agisse de psychologues, ils sont quand même dotés d'un certain nombre d'outils qu'ils utilisent et il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Pardonnez-moi, j'avais une autre question. Bien sûr. Par rapport à cet aspect secte gourou, justement. Est-ce que le gourou, qui prenait une place physique, est-ce qu'il n'est pas remplacé, tout du moins dans ce cheminement de son idéologie, en termes de vecteurs de communication, par les réseaux sociaux et amplifié par cela, par les moyens de communication modernes, et même aussi, j'ai envie de dire, par
comment s'en saisit la sphère politico-médiatique aussi? Alors, c'est une très bonne question parce qu'évidemment, nous, on s'est interrogé, etc. Donc, on a eu accès via les enquêtes judiciaires, via les dossiers d'instruction, mais aussi par un étudiant à moi qui était très féru de ces questions-là. On a eu accès à finalement tout ce qui s'échange sur les réseaux sociaux djihadistes. On a eu accès aux chaînes Telegram de Kassim, on a eu accès à toutes les vidéos, on a eu accès à tout ça. Donc, on a dépouillé tout cela. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit, grosso modo, quand on dépouille tout ça? Vous avez, grosso modo, trois choses qui se distinguent dans cette nébuleuse. D'abord, vous avez des vidéos très longues de débats théologiques entre, par exemple, des savants saoudiens et yéménites, vous voyez, sur une exégèse d'une sourate du Coran. Bon. C'est en arabe, ça dure 3h30. C'est plutôt pour initier, vous voyez, c'est plutôt chiant et c'est plutôt pour initier. Donc, nos jeunes, ce n'est pas ça qui les intéresse. Deuxième gros volume, c'est des vidéos type combat, combat sur la zone irako-syrienne. Des combats, des vidéos de combat, avec certaines particulièrement pénibles là aussi, du type un gars de l'État islamique, plan fixe caméra, qui pendant 3 heures passe en revue les 600 groupes de combat présents sur la zone en disant pourquoi ils peuvent ou ne peuvent pas s'allier à l'État islamique. Si vous avez des problèmes d'insomnie, je vous jure, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Au deuxième groupe, vous dormez profondément. C'est bon. C'est assez chiant là aussi. Donc, qu'est-ce que font des gens comme Kassim Onsen? Précisément, ils vont à la fois bricoler. Ça, c'est la troisième chose qu'on voit circuler. C'est-à-dire qu'ils vont couper 1 minute 20 du débat politico-théologique. Ils vont couper 2 minutes 20 d'une vidéo de combat. Et ils vont articuler ça avec l'expérience des jeunes dont je suis en train de vous parler. Ils vont couper ça avec une déclaration de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Ils vont piocher des choses dans l'univers de sens commun de ces jeunes-là et des éléments qui font sens pour eux. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ils aident à politiser ce désajustement, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement donner des explications. Il y en a un qui parle de Domsen, il dit c'est génial, on pouvait lui poser n'importe quelle question, il avait toujours une réponse. Tout simplement, ils vont répondre aux questions pratiques qu'ils se posent. Ça, c'est le rôle qu'ils vont faire. Mais à l'heure de demander de passer à l'action. Et c'est là qu'il y a une vraie différence avec le gourou. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ce n'est pas qu'ils digéreraient ce savoir et qu'ils le recracheraient comme ça. C'est qu'en fait, ils se le réapproprient et ils le rebricolent en permanence. Ceux qu'on a étudiés, ils se définissent eux-mêmes comme des petits intellectuels de la cause. Ils écrivent des textes, ils font des montages, ils font ce genre de choses. Ils produisent eux-mêmes. Ils ne sont pas simplement récepteurs, ils sont aussi producteurs. Et la différence qui existe avec un gourou, c'est le gourou, il a besoin, je vous disais, de cette emprise physique sur les individus. Là, vous éteignez votre téléphone, c'est bon, il a disparu. Et en plus, de ce qu'on a pu voir, il ne bombarde pas les gens de téléphone. Kassim, il a 50 000 contacts, donc il ne va pas vous écrire un SMS tous les 2 matins en disant comment ça va et qu'est-ce qu'il faut faire. Et précisément, quand Kassim sait dire, il a essayé de revendiquer en disant c'est moi qui ai fait l'assassinat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Non, ce n'est pas lui qui a fait Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est dans les trajectoires des deux qui ont fait Saint-Étienne-du-Rouvray, il y en a un qui était dans notre enquête. On voit bien pourquoi il en arrive à faire un attentat aussi lamentable que tuer le vieux curé du village dans lequel il habite. C'est vraiment Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est atroce et en même temps, plus tocard, il n'y a pas. C'est vraiment, le mec, il est vraiment au fond du fond pour commettre cet attentat. Bon. Et donc, à un moment donné, ils n'ont pas cette capacité, qu'aurait un gourou, finalement, de conduire les conduites, pour parler comme Foucault, c'est-à-dire de s'imposer, parce que, tout simplement, il n'y a pas d'emprise ni territoriale, ni psychologique, qui peut s'exprimer, simplement par des contacts intermittents via les réseaux sociaux. Par contre, et là, je vous dis, ils ont un vrai rôle, pour donner du sens, finalement, à l'engagement de ces jeunes et donner des lignes, à la fois des raisons d'agir et des manières de le faire. On dit à un moment donné dans le bouquin, il leur donne des raisons d'agir, pourquoi il faut agir, pourquoi il faut le faire et comment est-ce qu'on peut faire. Et il donne aussi des connaissances, comment est-ce qu'on va en Syrie, il faut passer par tel endroit, comment on peut avoir du fric, ce genre de choses. C'est plutôt ça, leur rôle, que celui qui serait d'un rôle, de gourou qui les amènerait. Les gourous, ça existe. Il y a des groupes, y compris des groupes clandestins qui en ont eu, mais il faut être là. Il faut être là, il faut être présent, il faut jouer sur les gens. Homsen, en Syrie, il a une petite katiba, il a un petit groupe de combat. Là, il joue le rôle de gourou. C'est lui qui fait la loi et tout ça. Mais il ne le fait pas à distance. Je ne sais pas si je vous réponds. Moi, je me demandais pourquoi les actes radicaux sont toujours faits au nom d'une religion.
Alors, ils ne sont pas toujours faits au nom d'une religion. Là, dans le contexte actuel, ils le sont. Ils peuvent l'être faits au nom du nationalisme. Ils peuvent le faire. Le groupe qui a commis le plus d'attentats suicides, hein, c'est les Tigres tamouls, qui sont moins religieux. C'est pas possible. Donc, vous commettez des actes radicaux au nom d'une idéologie. Et retenez que dans ce cas précis, hein, le djihadisme, c'est une idéologie. Hein, c'est inséparablement politique et religieux. C'est-à-dire que ceux qu'on a étudiés, en réalité, ils sont bien meilleurs en politique qu'en religion. En religion, ils connaissent quelques grands préceptes. Quand ils ont discuté avec des acteurs musulmans qui étaient un peu calés, ils se font laminer immédiatement. Vous voyez. Donc, c'est plutôt des grandes catégories, nous, eux. Vous voyez, bon. Oui, le djihadisme, si je reprenais une catégorie, c'est une sorte d'ouvriérisme moderne. Ça y est, le musulman a raison, vous voyez, je suis musulman donc j'ai raison, toi tu as tort, le monde est divisé en deux. C'est assez basique hein, dans une très large mesure. Donc, vous voyez, la question de la religion, il faut penser plutôt, vous voyez, la religion comme une idéologie, vous voyez, c'est-à-dire comme une vision tout simplement de l'organisation du monde, ce qu'il faut faire pour jouer dessus. Et c'est ça qui amène évidemment à vouloir changer le monde ou à le conserver. L'idéologie fonctionne aussi en dépensant beaucoup de sang et d'énergie à conserver l'ordre tel qu'il est. Comme vous pouvez peut-être le voir certains samedis en ce moment, par exemple. Oui, M. Bonelli, je m'interroge sur les liens entre les personnes comme vous. Hein. La question, je me la pose à chaque réunion que nous avons là. Les liens entre des personnes comme vous qui prennent le temps d'analyser, de réfléchir, d'observer, etc. Et puis les décideurs politiques. Et finalement, vous comme les autres remettez en cause hein, les grandes options. Est-ce que ces deux mondes parallèles qui ne se croisent jamais, est-ce que les personnes de l'État en charge du terrorisme, de la radicalisation, est-ce qu'ils dialoguent avec vous, par exemple, ou pas du tout? Quelle est la réalité aujourd'hui de cet échange ou non-échange? Alors, moi, je fais partie des chercheurs qui pensent qu'il y a un vrai intérêt à dialoguer. Je ne crois pas du tout. Oui, c'est aussi pour ça que je fais ce type de réunion avec vous. Je pense qu'il y en a tout intérêt. Nous, on a le temps de prendre un certain nombre de mener des enquêtes, de faire ça notre et je pense que ça fait partie de notre boulot de restituer aussi ces résultats de recherche. Donc, on a pris beaucoup de temps pour rencontrer à la fois des professionnels. Hein. Donc, on a remis un rapport au garde des Sceaux, qui était à l'époque Nicole Belloubet. Donc, on a présenté les résultats à Belloubet. On a présenté les résultats à l'Élysée, notamment au Conseil national de lutte contre le terrorisme, vous voyez, avec un certain nombre à la fois des représentants de tous les services de renseignement et des représentants de l'Élysée. On a présenté cela, j'ai fait 4 auditions par 4 commissions parlementaires, si vous voulez, devant lesquelles on a présenté nos résultats. Donc, je dirais, le dialogue, il est là, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire. Après, je pense qu'il y a, ça c'est un problème plus général, hein, qui est, au fond, quel est le poids des sciences sociales aujourd'hui dans les débats politiques. Et je crains, hélas, qu'il soit assez faible. C'est-à-dire que les éditions, on a eu des très bons échanges, hein, y compris avec des députés, etc. On a plutôt eu, vous voyez, des bons résultats. C'est-à-dire qu'avant de faire le livre que je vous présente, on a confronté nos résultats au parquet antiterroriste, aux juges antiterroristes, aux équipes spécialisées de la PJJ, c'est-à-dire qu'on a fait, vous voyez, une restitution. Et quand vous avez face à vous un substitut du C1, du parquet C1, du parquet antiterror qui a traité 40 des dossiers sur les 62 que vous avez, ouais, je dirais, vous avez intérêt à ne pas vous planter, quoi. Si le gars vous regarde et dit « je ne comprends pas ce dont vous me parlez », bon, c'est un peu difficile. Vous voyez. Donc, on a vraiment pris soin, vous voyez, à la fois de confronter ça avec les professionnels pour être sûr que ça leur parlait, et on a fait tout le travail de pédagogie. Je crains, hélas, aujourd'hui qu'un grand nombre de lois, de mesures se prennent. C'est ce que je dis, il y a une sorte de dichotomie à la fois, je dirais, entre un bon sens pratique d'un grand nombre d'acteurs. Vous trouvez sur le terrain toute une série de gens. On a discuté avec des procureurs, vous voyez, y compris quand je vous parlais du premier groupe, vous voyez, de ceux qui, grosso modo, utilisent le djihadisme comme provocation. Et on a eu typiquement ces discussions avec des procureurs qui vous disent, bon, en fait, c'est vrai que quand il y a un jeune qui fait un outrage, tout simplement, là où hier, il aurait parlé de la petite vertu de la mère d'un fonctionnaire de police, aujourd'hui, il dit, si j'étais Kouachi, vous ne feriez pas les malins. Et ça, est-ce que c'est un outrage ou est-ce que c'est une apologie du terrorisme? Et ça, vous discutez avec un... Aujourd'hui, c'est poursuivi en apologie du terrorisme si vous dites je suis Kouachi.
Et ça, vous avez tout un tas de professionnels, je dis des procureurs, un certain nombre d'entre eux, quand vous leur dites, mais non, en réalité, c'est quoi la logique derrière ça? C'est un outrage. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plus grave de catégoriser quelqu'un qui ensuite rentre dans son quartier en disant, moi, je suis un terroriste parce que j'ai été poursuivi, etc. Bon, ça, vous avez un bon sens pratique d'un grand nombre d'acteurs. Ça, c'est très intéressant. Et en même temps, un fossé avec des discours politiques, je pense, qui sont très souvent assez déconnectés, finalement, des enjeux pratiques dont on est en train de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est dire qu'on fait des choses, c'est prendre des mesures extrêmement de surenchère. Vous voyez, le plus bel exemple, je pense, de ça, vous voyez, c'est qu'on a quand même 2 premiers ministres successifs qui nous ont dit qu'expliquer, c'était que essayer de comprendre, c'était excuser. C'est un peu, on parle là-dessus d'ailleurs, je crois. Bon, si essayer de comprendre, c'est excuser, non, je pense qu'on n'excuse rien du tout. Je pense qu'essayer de comprendre, c'est de se donner les moyens de trouver des solutions. Mais oui, donc on a un dialogue qui n'est pas extrêmement fructueux, hélas. Même s'il y a des canaux de dialogue, ils existent, ils ne se traduisent pas nécessairement, vous voyez, par ça. Je pense que ceux qui ont le plus aujourd'hui le vent en poupe sont ceux qui finalement vont dans le sens du vent. C'est-à-dire qui confortent les présupposés politiques qui étaient déjà là. Ouais, c'est toujours aussi encourageant. Non, mais je ne peux pas vous dire c'est super, ça marche super bien. Je racontais, parce qu'il faut rigoler. Elle dit, on a une audition parlementaire, ça, donc avec des parlementaires de la majorité. Bon, ça se termine. Dit, ah, mais ce que vous dites, c'est terrible. C'est terrible. Elle dit, bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est ça. Et elle dit, ah, mais ces enfants, ils expérimentent le mépris. On dit, oui, un peu. D'accord. Vous avez suivi un peu. Elle dit, ah ben moi, je vais vous le dire. Le mépris, c'est mal. Le respect, c'est mieux. On est d'accord. Voilà, bon, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas. Enfin, on prend vraiment du temps et de l'énergie pour diffuser ces résultats, je pense. Mais là où je dis, on a vu un peu plus de 6000 professionnels. 6000 professionnels, et je pense que c'est là, je pense qu'on a un vrai truc qui est fructueux. C'est-à-dire que je pense que c'est des outils qui aident, qui peuvent aider des professionnels dans des situations compliquées, leur donner quelques grilles de lecture, vous voyez, quelques boussoles. Et je pense que ça, vous voyez, ça, c'est encourageant. Oui. C'est encourageant, en tout cas. Ne lâchez rien. On lâche rien. Non, mais je veux dire. Mais ça, je pense que là, s'il y a une source d'espoir, c'est aussi ça. Et je pense que le rôle qui est le nôtre peut être aussi celui d'armer les professionnels dans leur pratique professionnelle, précisément à faire face à un certain nombre de situations de ce type. Reste à convertir l'opinion publique, quoi. Enfin, on connaît tous la sensibilité des politiques à l'opinion publique. Et voilà. Alors, il y a les professionnels, il y a les décideurs, mais entre les deux, il y a la masse des Français à qui il faudra expliquer les choses. Et c'est pas simple. On fait ce qu'on peut. Surtout qu'on est encore dans une période où les professionnels de santé, en l'occurrence, se sont un peu tirés la bourre avec des discours parfois contradictoires. Et du coup, les gens, ils en ont un peu marre aussi, quoi. Ils en avaient déjà marre depuis très longtemps des politiques. Mais si en plus les professionnels eux-mêmes, qui sont reconnus en tant que tels, se tirent aussi un peu la bourre dans les discours, et toujours pareil, monter à la sauce médiatique, à la télé, quoi, forcément, derrière, c'est compliqué, quoi. Mais bon, et comme vous le disiez, on ne lâche pas. Je voulais savoir si vous aviez aussi travaillé avec des services de renseignement ou services antiterroristes, ou bien si c'était trop compliqué avec eux. Non, enfin, mon prochain bouquin porte sur les services de renseignement. Donc j'ai des relations ouvertes, je dirais. On leur a présenté, je vous disais, on leur a présenté les résultats, y compris de nos travaux. Alors, c'était assez marrant. Ceux qui étaient très intéressés, c'était plutôt la DGSE, donc les militaires, qui ont un sens des sens social. La police était plus... ils savaient déjà tout. Donc, là, pour le coup, la police n'est pas une institution très ouverte actuellement au sens social non plus. Mais les militaires le sont bien plus. Les militaires, les gendarmes sont très soucieux de connaître des savoirs de sciences sociales, ça les intéresse. Les policiers moins. Mais on a eu plutôt des retours positifs sur ce travail-là qui leur semblait en tout cas tenir la route. Bon, écoutez, je vous propose qu'on en reste... Écoutez, si vous avez vraiment des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous n'hésitez pas à me contacter. Avec plaisir, vraiment. C'est facile.
D'ailleurs, je vous remercie pour votre disponibilité à tous les moments, parce que c'est vrai que le lien a été facile, engagé, et puis l'échange a été extrêmement simple. Tant mieux, je vous disais. Bon, bah, écoutez, prenez soin de vous dans cette période, en tout cas. Et puis, bah, je vous dis, si vous avez n'importe quoi, vous n'hésitez vraiment pas. Avec plaisir, vraiment. On n'hésitera pas. Voilà. Merci Merci. bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.